Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Nous sommes en situation critique. Je suis Thomas, votre hôte, et ce soir à mes côtés, Babe, le cochon devenu berger, Gabriel. Salut Gab. Salut. Et Baby Mama, Louis. Salut Louis. Bonsoir. Bonsoir. Situation critique, c'est la petite émission où on parle de films entre potes. Si ça vous plaît, abonnez-vous, mettez des likes, faites des dons. Et ce soir, on va parler de Rosemary's Baby, un choix de Louis. Louis, pourquoi tu as choisi ce film? Je pense que comme d'hab, comme d'hab pour ah non, c'est pas vrai, c'était pas à chaque fois, mais pour deux trois de mes choix sur les quelques saisons qui se sont écoulées, il y a eu la volonté de vous partager des films que j'ai bien aimés. Donc déjà, premièrement, parce que c'est un film que j'ai bien aimé. Deuxièmement, parce que je pense que c'est que dans ma ligne de ce que j'ai envie d'amener comme film dans cette émission, j'ai envie d'amener un peu des films d'horreur. Donc il y a plusieurs types d'horreur et je pense qu'on a exploré l'horreur gore, on a exploré l'horreur visuelle ou entre guillemets onirique. Là, j'avais envie d'explorer un autre type d'horreur avec vous et puis d'en parler, puis de vous partager un film que j'espère vous aura fait plaisir. Voilà. Ok. Ouais, Gab, t'as pensé, je crois qu'on va direct là-dessus. Gab, t'as pensé quoi du film en deux mots? Sobriété et élégance. Ok. Alors, je vais l'improviser. Toujours, j'oublie que je dois faire un résumé, donc j'ai un peu improvisé. On suit l'histoire de Rosemary et de son amoureux, son mari, je sais même plus si c'est son mari, Guy, qui emménage dans un nouvel appartement à New York, dans lequel ils font la rencontre de voisins qui sont un peu envahissants, et au fur et à mesure, on se rend compte qu'il y a des choses bizarres qui se passent. Alors, ouais, voilà, c'est habituel dans nos vidéos, mais je le dis quand même, ça sera plein de spoilers. Mais bon, ça, voilà, c'est le début du film. Ouais, je vais pas vraiment aller plus loin. Alors tu dis film d'horreur. Moi, à la base, je suis pas amateur de films d'horreur. Moi, c'est vrai que ça fait un peu partie de ces films, un peu comme on a déjà parlé, qui sont un peu des films d'angoisse. Et finalement, ça m'a aussi un peu fait penser à La Piel qui habito, justement, le film dont on a parlé l'avant-dernière fois. Je crois que c'est à peu près ça, avec Damla. Et du coup, ouais, j'avais pas l'impression d'être dans un endroit peu familier, mais j'ai trouvé ça peut être un genre qui me plaît. Et ouais, je trouve que c'est assez juste les choix que tu as trouvé. Gab, en tout cas en premier abord, le côté sobre et élégant, je trouve que ça ressort assez bien. Mais nous, c'est notre plus vieux film dont on aura parlé dans l'émission. Quand on avait parlé de Rocky, on avait dit qu'il fallait s'habituer des fois au jeu d'acteurs de certaines époques. Là, ça m'a peut-être moins gêné. En tout cas, c'était peut-être plus facile d'abordage, peut-être parce que les acteurs sont excellents, je sais pas. Je sais pas si toi, ça t'a fait un peu la même impression, Gab. Ou bien. Ouais, tout à fait, parce que je pense que je reviens sur la sobriété, en fait. Je pense que comme l'histoire est racontée, elle reste très... ça vieillit bien, tout simplement, ça vieillit très bien, parce ils en font pas 3 tonnes. Il y a souvent tout ce qui est fantastique, tout ce qui est violence, c'est suggéré plus que confrontal. Donc du coup, on voit pas ces effets spéciaux de l'époque qui pourraient peut-être justement faire vieillir le film. Quand on les voit, c'est vrai que ça se voit. Mais et puis tu vois, dans Rocky, il y a quand même plus de scènes entre guillemets d'action, et du coup, même si Rocky est un très bon film, on a fait beaucoup mieux entre temps et ça se voit, quoi. Alors c'est vrai que juste, je me permets de dire, c'est vrai que c'est un film qui a, en le voyant maintenant, on se dit que alors je sais pas à quel point beaucoup d'autres films ont été inspirés par ce film, ou bien à quel point il a déjà pris des choses qui étaient déjà établies, que ce soit au niveau code de l'horreur, au niveau même histoire, tu vois, parce que pour aller un peu plus loin dans l'histoire, c'est quand même une histoire de secte satanique qui va essayer de prendre possession de cette Rosemary, et du coup ça paraît assez classique et très simple en fait comme truc, et on pourrait se dire en fait on a vu tellement d'autres choses qui ont été faites dans la même veine depuis que ça pourrait paraître vieillot, tu vois, ce que j'ai appelé l'effet Seinfeld d'autres fois. Et moi, ça n'a pas été le cas, en tout cas. J'ai trouvé qu'il était assez frais, peut-être parce que justement, il était direct et qu'il avait pas de second degré, tu vois. Il était très premier degré sur ce qu'il montrait. Il n'était pas en train de tordre les choses pour en donner
visage différent. Il racontait son truc assez pas mal du point de vue de Rosemary elle-même aussi d'ailleurs, ce qui est assez fort. Vas-y Louis. Il y a une phrase que dit le médecin, le deuxième médecin que Rosemary va consulter à la fin quand elle est déjà dans un état de parano, de psychose. Dr. Hill, exactement. Donc là, pour ceux qui ont vu le film, évidemment, mais pour ceux qui n'ont pas vu, c'est plus chaud. Et il y a une phrase où, en fait, Rosemary explique toute son histoire. Elle lui demande, est-ce que vous me croyez? Dr. Hill lui répond, est-ce que vous croyez en la sorcellerie? Je sais plus comment elle le dit, je sais pas comment elle le dit. Non, elle demande s'il le croit, et il dit. Ouais, et je ne crois pas en la sorcellerie. Par contre, je crois qu'il y a plein de tarés dehors. Donc, en fait, voilà. Et c'est vrai que ce que tu dis là, c'est une histoire une histoire assez universelle, en fin de compte. Moi, je voulais juste rebondir, parce que là, t'as déjà l'air un peu plus loin par rapport à ce que disait Gab avant. Je me suis demandé si justement, du point de vue de quelqu'un comme Gab, qui regarde beaucoup de films, ou même toi, est-ce que ce film avait bien vieilli ou pas? Parce que moi, quand je le vois, ça me choque à quel point il a bien vieilli, ce film. Et je me demande si c'est parce que c'est un film à dialogue, si c'est parce que c'est un film qui est majoritairement à huis clos, quand même, si c'est parce que c'est une histoire qui est pas vraiment rattachée à une époque, mais qui est une histoire, on va dire, banale de couple, au final, de couple, une relation de couple, etc. Est-ce que ça vieillit pas, peut-être? Il n'y a pas d'effets spéciaux, donc on prend pas beaucoup de risques. Il y a la fin, on voit vite fait le bébé avec les deux bébés hybrides Satan humain. Okay, et puis on voit Satan un peu précédemment, mais c'est très bref. Mais il y a pas vraiment bon, New York, ça reste New York. Ça a pas vieilli, je veux dire. Voilà. Il n'y a pas vraiment je pense que ce film a vraiment très très bien vieilli par rapport à d'autres films de cette époque. T'en penses quoi, Gab? Toi, justement, qui aime un film d'horreur. Non, je suis d'accord, c'est très bien vieilli. En tout cas, j'ai vu le film comme si toi, non, j'ai pas eu entre guillemets de choc comme j'ai pu avoir comme pour Rocky. Donc non, c'était vraiment, j'ai tout de suite été mis, enfin, j'ai tout de suite été pris dans le film et puis. C'est marrant, moi je voulais demander à Louis pourquoi ça marche ce film. Je suis pas sûr non plus quoi. Je pense que déjà c'est la troisième fois que je le vois. Je l'ai regardé une fois dans ma jeunesse puisque je suis plus si jeune. Une deuxième fois, je l'ai regardé donc pendant que Mo, la maman de mes enfants et compagne, était enceinte. C'est pas le film à regarder quand t'es enceinte, c'est clair. Et la troisième fois là. Et en fait, je pense quand même pour cette troisième revisionnage, je me suis dit en le regardant, je pense qu'il est quand même très très bien écrit. Les dialogues sont quand même extrêmement bien écrits, fluides. Adaptation d'un livre, hein, il faut savoir. Oui, mais cependant, est-ce que les dialogues, je sais pas. Enfin, je sais pas à quel point c'est exact, mais c'est ça. Juste, je me permets de dire ce qui s'est passé, c'est que le film, le bouquin a été écrit. Les mecs des studios, ils ont vu les résumés des bouts du bouquin, ils ont dit on l'achète pour faire un film direct, quoi, avant qu'il soit sorti le bouquin, tu vois. Donc je pense que le bouquin doit être excellent, mais oui, après il faut l'adapter avec talent, quoi. Je pense que les textes, les lignes, les répliques sont très fluides et sont très bien écrites. Premièrement. Deuxièmement, tu parlais de style, un peu de manière de. Pour moi, Polanski, ça fait partie des réalisateurs qui sont extrêmement académiques dans leur cadrage, dans leur manière voilà, par exemple la composition des images, la composition des plans, les déplacements des acteurs dans le champ, associé à ça un déplacement de caméra. On a une scène autour de la table avec un travelling, c'est vraiment des choses très très composées, très réfléchies. C'est très académique, c'est très scolaire. Je sais pas si Polanski a été étudiant dans une certaine école ou quoi de cinéma ou s'il a fait. Je pense. C'est un film qui à mon sens peut être aussi une référence en termes de langage cinématographique. On peut analyser une séquence de ce film. On pourrait tout à fait retrouver une séquence de ce film dans un cours de cinéma où on explique les déplacements d'acteurs, le dialogue, le petit truc, le petit regard, le petit insert. C'est vraiment très le langage cinématographique est vraiment très plein et riche. Et je pense que même si on n'a pas tout le background d'un réalisateur et qu'on n'a pas étudié le cinéma, je pense que ça marche quand même bien. Je pense que t'as raison. Moi, c'est vrai que c'est un truc, j'ai pas remarqué au premier visionnage, je me suis dit, mais pourquoi ça marche? Et au deuxième visionnage, du coup, je prends des captures d'écran et c'est quelque chose que, la composition, c'est quelque chose que tu fais forcément un peu plus attention quand tu dois prendre des captures d'écran parce qu'il faut trouver un moment où l'image rend pas dégueulasse. Et c'est vrai que là, il y a plein de moments où même moi qui n'ai jamais étudié ce genre de choses, mais bon, on m'a déjà expliqué un peu comment marchait la composition. Je remarque aussi ce genre de choses. Et puis ouais, je trouve l'éclairage marche vachement bien aussi à des moments.
où tu as des blocages de l'éclairage au niveau de l'image qui rendent vachement bien, un truc que tu avais déjà fait remarquer pour le film de Kaurismäki dont on avait parlé, quoi. Et ouais, je suis d'accord. Et je trouve qu'il y a un truc. Alors, quand je vous ai envoyé l'outline, le truc que j'ai écrit, c'est POV. Tu te fais capturer par une secte et engrossé par le diable. Et je trouve qu'il y a un truc important là-dedans, c'est POV et pas seulement d'un point de vue comment ça. Comment l'histoire est racontée, mais aussi d'un point de vue visuel. Il y a plusieurs moments où, en fait, il y a beaucoup de moments qu'on passe à regarder où on est derrière la tête de l'actrice principale, on est derrière la tête de Rosemary, pendant des assez longs plans séquences d'ailleurs aussi des fois. Il y a des longs plans séquences pendant les scènes de dialogue où je me suis dit justement, ça va pas être facile de faire cette mise en scène, tu vois. Et là, c'est du vrai POV. Là, on voit à nouveau l'arrière de sa tête. Là, c'est du vrai POV, du vrai POV. Voilà, on peut revenir sur ce genre d'image. Hein, ça, c'est les moments, ça, c'est ses rêves. Pour le coup. Cette scène du rêve du viol. Et la fin où tu as ce long plan séquence aussi où elle entre dans cette pièce avec filmé à nouveau du derrière de sa tête, tu vois. Et je pense que ça marche vachement bien pour te mettre dans l'ambiance où t'es avec elle. C'est assez angoissant à nouveau de cette manière-là, quoi. Il y a une certaine manière le fait que ce soit un peu immersif aussi. On rentre vraiment dans la vie de Rosemary. On est mal pour elle. On angoisse. On angoisse comme elle. En fait, elle et nous, on est les seuls à vraiment se rendre compte de ce qui se passe. Peut-être, bon, encore une fois, je sais pas si la première fois que tu le vois, tu tiques directement sur les premiers indices. Déjà sur la première fois où la voisine, elle vient, elle est un peu intrusive sur les commentaires qu'ils font par rapport à la prédécesseur, à celle qui vivait dans l'appartement avant qu'ils emménagent. Je sais pas si tu te rends compte à la première lecture. Pour moi, oui, parce que tu sais que c'est un film d'horreur. Si j'avais été invité sur ce film, c'est bizarre. Il y a un truc qui bloque le placard. Ils prennent un peu de temps sur le placard. Tu dis c'est un truc, quoi, tu vois. Si j'avais été invité sur ce film, je pense qu'un de mes 2 mots clés aurait été, j'ai pas vraiment réfléchi à ça, mais aurait été probablement construction de la tension. Et alors je sais pas si ça marche la première, en tout cas pour moi la troisième, je me dis waouh, c'est génial. Il y a vraiment une construction de la tension, et ce dès le générique, parce que t'as ce générique de début avec cette musique que je trouve absolument chantée par Mia Farrow. C'est une berceuse chantée par Mia Farrow. Alors je me demandais si c'était chanté par elle. Elle est sublime, je trouve. C'est super. Cette bande son. Et tu as à nouveau un long plan séquence sur le ciel de New York. Sur le ciel de New York, mais qui se termine par le couple qui est en train de rentrer dans l'immeuble dans lequel ils vont emménager. L'immeuble maudit. Donc déjà t'es dans l'ambiance, déjà dans le truc, et en plus t'es déjà dans l'histoire. Et c'est vrai, je trouve que la construction du récit et de la tension, c'est je trouve un des forts de ce film, même si peut-être que aujourd'hui le public, ça marche plus sur sur du son, enfin sur une construction par le son de quelque chose qui te dérange, etc. Là, c'est vraiment construction par le jeu, par des petits moments un peu d'humour, on te détend un petit peu le slip pour te remettre derrière une petite couche. Le film est très drôle dans son premier acte, je trouve, notamment grâce à celle qui joue Madame Castevet, la voisine, quoi, qui a cet accent typiquement juif new-yorkais, quoi, et qui est très bien joué, elle détend beaucoup l'atmosphère, en fait, et elle t'aide à. Ce qui est marrant, c'est qu'à la base, ils veulent juste pas qu'il y ait des vieux qui débarquent dans leur vie et qui viennent les emmerder tous les jours. Et finalement, ça crée une sorte d'enfer un peu différent, tu vois. C'est une espèce d'enfer de pression sociale, mais qui est léger à la base. Ouais, c'est exactement. C'est pas vraiment caricatural. C'est pas, tu comprends tout de suite que les vieux. Au début, je pense, tu te dis que ouf, ils sont bien entourés, c'est sympa. C'est vrai. C'est pas pourtant c'est le couple démoniaque. C'est eux c'est eux les sorciers, quoi. Enfin, en tout cas. Comment il s'appelle? Roman, d'ailleurs. Roman Castevet, ouais. Reste Roman Castevet. Ouais, je trouve, c'est une histoire assez simple, c'est un huis clos. Il y a 3-4 scènes d'extérieur. 3-4. Le reste, c'est entre ça passe beaucoup dans différentes pièces après, mais c'est tourné en studio, évidemment, hein. Ils se font pas chier à aller dans un appart. Les mouvements de caméra, les travelling sur rail et tout ça, ils les font en studio. Ils tournent le décor, ils enlèvent le mur et ils font de l'autre côté. Et c'est très bien fait pour ça aussi. Ça, il y a beaucoup de, je trouve, moi j'en ai vu quelques-uns des Hitchcock. Alors lui, c'est quand même encore plus vieux pour le coup. Ou ça se sent plus vieux, ouais. Et c'est très, pas les derniers, mais c'est très studio. C'est très studio, les scènes d'intérieur, les scènes d'appart, la pluie sur les fenêtres, les rayons. Et je trouve que là, c'est pour ça que je dis que c'est très académique. C'est comme s'il a étudié
ses prédécesseurs qu'il a fait, et à la fois un peu subversif, parce que tu vois un boobs, tu vois, je veux dire, je suis pas sûr qu'en 66, tu voyais beaucoup de boobs à l'image, quoi. Donc, alors, c'est subversif dans d'autres trucs, mais oui. Dans d'autres trucs, certes, en plus. Ouais. Non, mais j'ai pas vu beaucoup on en parlait l'autre jour quand on s'est vu, pas vu beaucoup de Polanski, j'ai pas beaucoup de références, mais je trouve que ce film, on en parlera plus tard pour les notes, mais j'ai beaucoup aimé. Non, c'est une référence en soi. Ouais, quel suspense. Comment? Ah ouais. C'était pas nécessaire. J'en ai déjà trop dit, voilà. Mais il y a un truc, tu parlais de comme il est bien écrit. Moi, c'est un truc que j'ai noté assez rapidement, c'est bien ficelé. C'est le truc même que j'ai marqué dans mon premier visionnage. Je me suis dit, ah, mais tiens, en fait, il a fait ça. Et tu vois, et j'ai noté quelques trucs, notamment le gant de leur ami Hutch, je crois qu'il s'appelle, qui est leur ancien logeur, qui est le mec qui leur dit que cette maison a une histoire de sorcière, etc. Un mec qui aime beaucoup lire et qui un gars intelligent, un gars cultivé, ouais, et méfiant. Et d'ailleurs, on voit quand Roman Castevet le rencontre, il arrête pas de le regarder. Tu vois, il le fixe. Et il y a cette tension aussi qui se crée. C'est une des premières fois où on se rend compte à quel point il est. Et ça, faut un peu être attentif. Mais donc, ce personnage, il perd son gant quand ils sont dans leur pièce. Et ensuite, on apprend que les sorciers, les sorcières, les witches, quoi, ils utilisent les objets personnels des gens et on apprend que c'est comme ça qu'il est tombé malade, etc. C'est des sorts, ouais. Le rival de Guy, ouais, la cravate, sa pièce, exactement. Il y a une histoire de cravate et c'est des trucs qui sont juste bien ficelés, quoi. Pareil, tu vois, il y a une scène où il joue au Scrabble au début, qui sert un peu à rien. Mais après, le Scrabble, ça lui sert à quelque chose parce qu'elle apprend de Hutch qu'il faut remettre les lettres dans l'ordre. Exactement, l'anagramme. Ouais, c'est que c'est bien amené. Chaque objet, en fait, a vraiment son utilité, finalement. Enfin, c'est pas, rien n'est mis au hasard, et c'est vrai que c'est à chaque fois bien amené. Et je viens de réaliser, parce que je me demandais encore si, tout à l'heure, en regardant le film, je me demandais si, par exemple, le placard, parce que quand ils emménagent, ils découvrent que la vieille dame de 89 ans a poussé une grosse bibliothèque devant un placard. Et quand ils lui font faire le tour, bref. Et en fait, ce placard donne sur un appartement. C'est une sorte de placard qui est entre deux portes. Et je me suis demandé, communicant avec chez les voisins, avec chez les vieux, en fait. Voilà. Et je me souvenais plus très bien. C'est justement, je projetais un peu, je me demandais, mais est-ce que c'est parce qu'ils mangent sur l'étagère de ce placard? Parce qu'au début, ils ont pas de table, ils ont pas de meubles. Rosemary, elle trouve une sorte de planche dans le placard, elle le pose là, et puis ils mangent dessus, et puis ils font l'amour, machin. Je me suis demandé si c'était à ce moment-là que, entre guillemets, la conception de l'enfant avec Satan. Mais en fait, non. C'est un placard qui donne accès à l'appartement de Rosemary et Guy. Et comme comment elle s'appelle, la vieille Romane, donc le couple d'à côté, connaissent par cœur le planning, à la rigueur, contrôlent la vie de ces deux personnes. En fait, ils ont accès à leur appartement complètement. Ils ont complètement accès à leur appartement. Et il y a tellement de petites choses qui sont mises. Je trouve que c'est extrêmement bien ficelé. Il y a rien qui est là par hasard. Il y a rien qui est inutile. Et c'est pas non plus si caricatural où tu vois un plan et tu dis ça doit vouloir dire quelque chose pour la suite. Il y a pas des croix partout, quoi. Ouais, c'est une fois peut-être l'insert là sur l'oreille. Il a une boucle. Enfin, il y a un passage dans le film où elle remarque que son voisin a percé. Mais en plus, alors que ça paye pas, non? Pourquoi on n'apprend rien de ça? Mais ça, à la rigueur, ça saute un peu aux yeux en tant que spectateur un peu nouveau. Tu te dis ça doit vouloir dire quelque chose, pas très subtil. Mais le reste, je trouve, c'est quand même très subtil. C'est quand même très très subtil. Alors un truc qui est pas très subtil, c'est son maquillage quand elle est pas bien, quoi. Là, ils ont été un peu heavy. Elle joue extrêmement la meuf qui va pas bien, quand même, extrêmement bien. Je veux dire, elle a une tête de malade, un truc de fou, quoi. Non, puis même son langage corporel, tu vois. Oh là là. Où elle est tout le temps en train de se réserver sur elle-même, etc. Elle pourrait jouer dans Shining. Hein. Oh là là. Et ouais, ça marche assez bien. Mais après, justement, le maquillage un peu trop, mais le contraste marche bien. Et ce qui est assez particulier, c'est que, alors voilà, on peut revenir au côté. Quand je vous donnais l'outline, c'est POV, t'es capturé par une secte. Ce qui est aussi un truc très important, c'est qu'ils coupent tous ces liens avec des gens autour d'elle qui ne sont pas des membres de la secte. Ils coupent les liens avec le Dr Hill, ils coupent les liens avec ses amis qu'on a revus dans la scène d'avant. Et quand elle revoit ses amis, elle arrête de suivre les trucs de la secte et elle va mieux, tu vois. Il coupe les liens de Rosemary avec Guy, son copain. Donc en lui
en lui donnant ce rôle, au final, là où il aurait pu être beaucoup plus proche d'elle et familial comme personnage, il est devenu une sorte d'acteur naissant qui avait enfin décroché un rôle intéressant, qui voit sa carrière décoller, donc il se coupe de sa femme. Donc aussi, je veux dire, cette secte, ces sorciers, moi je trouve plutôt, on pourrait dire, c'est une secte de sorciers, mais oui, vont jusqu'à une société secrète, quoi. Vont jusqu'à la couper de son mari en rendant aveugle son rival pour qu'il ait le rôle, le machin. Ils prennent le mari d'abord, quoi. Surtout. Mais en revoyant, moi j'ai trouvé qu'en fait, c'est un peu un connard depuis le début, Guy, quoi. En vrai. Alors il a pas tout tort au début, mais tu vois. Vas-y, Gab, tu devais dire quoi? Il pense qu'à sa gueule, il est totalement carriériste, il pense qu'à sa petite vie d'acteur et puis rien à foutre de sa femme, quoi. Ça, c'est venu au moment où il a décroché ce rôle, quand même, non? Parce que au début, c'est quand même un peu un joli couple, quoi. Je veux dire, ils sont choux, quoi. Lui, il est acteur, mais pas, tu vois, il fait de la pub à la télé. Enfin, c'est pas Broadway. Et puis, il a l'air d'en souffrir aussi un petit peu de ce manque de succès. Il est pas en tout cas, tu les vois visiter l'appartement à la première scène, il est toujours en retrait de elle qui est très enthousiaste, tu vois. Il arrête pas de lui dire qu'est-ce qui va pas, pourquoi les choses sont pas comme il veut, etc. Et enfin, tu vois, il fait tout le temps la gueule, il lui parle mal, etc. Et c'est voilà. Moi, je trouve qu'il y a une progression quand même, parce qu'au début ils sont complices, ils joquent sur la vieille, ils joquent sur les voisins, ils joquent sur la salle d'avant. C'est surtout lui qui veut pas qu'ils entrent dans leur vie d'ailleurs. C'est un bon type, je trouve, au départ. Je trouve que au départ c'est un bon type. Je dirais pas que c'était dès le départ un connard. Je trouve qu'il y a des indices en tout cas. Mais c'est clair que la scène finale où il y a un moment même un plan sur une chaise vide avec Guy qui est derrière dans la cuisine là, qui ose à peine être dans la pièce quand Rosemary débarque dans l'appartement avec le couteau comme ça et qu'elle traverse toute cette pièce et que personne réagit en fait parce que l'inévitable se produit. Enfin, au bout d'un moment, elle allait découvrir le truc, donc tout le monde est déjà prêt à ce qu'elle découvre que son enfant c'est le fils de Satan. Et là, t'as le mari qui se planque un peu, et t'as une chaise vide, et ils disent je sais plus comment ils disent it, et après un moment ils disent, quand ils lui disent c'est le fils de Satan, ils filment une chaise vide. Donc ça, pour moi, ça suggère que sur cette chaise il y a Satan, et t'as le mari derrière qui est tout timide, tout gêné. Moi, je trouve que là, il a une évolution monstrueuse quand même dans exactement ce plan-là, pour le coup. Et ce qui est vachement bien, sur cette chaise, il y a Satan. C'est pas faux, j'avais pas pensé à ça, tu vois. Mais je trouve qu'impressionnant, c'est qu'à nouveau, on est toujours dans ce plan séquence, c'est que ça demande beaucoup de mise en scène de la part des mouvements des acteurs dans la caméra pour que le plan séquence passe tout seul, en fait. Moi, sur un film comme Les Fils de l'Homme, j'avais râlé un peu sur le côté plan séquence parce que je trouvais que c'était regardez, je fais un plan séquence. Alors que dans ce film, je les ai même pas remarqués, en fait. Ça marqué au deuxième visionnage. Parce qu'ils sont hyper compétents en fait, et grâce à cette mise en scène où les personnages sont au bon endroit au bon moment, arrivent avant leur dialogue à chaque fois aussi, ce qui est pas toujours facile quand tu dois filmer plein de personnes à la suite, et grâce à une bonne composition aussi, non ça. Pour toi, Thomas, un plan séquence c'est bon quand tu remarques pas que c'est un plan séquence. Presque, ouais, parce que le but c'est qu'il t'emporte assez dans le sentiment plus que dans le côté technique, tu vois. Bon là pour le coup, je dois quand même souligner, je pense que je me trompe pas vraiment, mais le Steadicam n'existait pas à ce moment-là. Il a été inventé par Kubrick sur Shining, le Steadicam. Donc le troisième film de l'histoire filmé en Steadicam, c'était Rocky en tout cas. Ok. Là il y a du rail par terre, il y a de l'éclairage. Donc pour chaque position d'acteur, on est sur de la comment on appelle ça, de la fine horlogerie là. C'est le travail, c'est pas. Ça, c'est beau. Enfin, c'est riche. On voit pas les coutures, quoi. On voit pas les coutures et c'est une vraie orchestrerie. Aujourd'hui, pour faire un plan séquence, bon, tout le monde peut acheter un petit stead à la con pour son appareil à la con. C'est quand même, on est loin de ça. À l'époque, c'était vraiment une prouesse technique. Plusieurs séquences de ce film le sont. Au niveau de l'éclairage, au niveau des mouvements, comme tu dis, la synchronisation des mouvements de caméra et des mouvements d'acteurs. Et il y a un truc que j'ai remarqué, c'est que souvent, on m'a appris par exemple qu'il faut pas commencer un mouvement dans un plan quand tu filmes, il faut pas tout d'un coup commencer un mouvement dans le plan. Et c'est quelque chose que faisait beaucoup Hitchcock par exemple quand t'as une émotion, tu vois un visage et tout d'un coup ça se rapproche, la caméra se rapproche du visage pour créer et ça c'est quelque chose qui est devenu un peu désuet. Et dans ce film-là, je l'ai remarqué plusieurs fois, la caméra par exemple, il y a un bout de travelling, elle s'arrête. Et ensuite, le travelling recommence dans le même plan. C'est censé être gênant de ce qu'on m'a appris qui était devenu notre regard, le regard de spectateur celui actuel. Qui a été entraîné par tous les films qu'on a vus. Ouais. Et en fait, même là, 60 ans plus tard,
Je trouve qu'il est bien foutu, quoi, en fait, ce redémarrage de travelling. On n'est pas sur des trucs qui ont mal vieilli. On le disait au début, c'est fou, et je pense que c'est probablement parce que tout le reste est aussi génial. Il n'y a pas que le mouvement de caméra, il y a aussi les compositions. Il marche super bien, quoi. La manière dont c'est composé, dont c'est éclairé, quoi. C'est beau. C'est ça. On parlait d'avant-plan, d'avant-plan, d'arrière-plan, et en fait, tous les espaces du cadre sont utilisés. Voilà. La symétrie. Ouais. Moi, justement, qui suis pas quelqu'un qui a étudié et qui, normalement, j'ai pas nécessairement un bon instinct non plus envers les arts, tu vois. D'un certain côté, je trouve que ce film est facilement appréciable par n'importe qui. Il y a des moments juste drôles. Ça m'a fait rire. Elle se retourne et les mecs, ils passent derrière elle en mode comique. Et c'était particulier, d'ailleurs, la quantité d'humour qu'il y avait dans ce film, alors que sans... L'ombre portée tout à fait. Hors champ dans le cadre. Sans casser le drame, il y avait beaucoup d'humour qui marchait assez bien, quoi. Ouais, voilà. En vrai, j'ai pris... Ah oui, ça aussi, c'est un fusil de Tchekhov, mais presque littéral. Le couteau, on le voit pendant tout le film, dans les scènes d'arrière-plan, le couteau qu'elle prendra à la fin, en fait. Ça aussi, c'est cool au niveau éclairage. Mais voilà. Ouais, justement, tout le début de ce plan aussi. Et tu vois, moi, je trouve ça drôle, les pantoufles. Je sais pas si ça se veut être drôle, mais je trouve ça drôle, en tout cas, quelle façon, truc en pantoufles. Mais après, toute la scène est pleine de tension. Pareil, tu vois, dans cette scène, quand il crie tout, hey, il y a un photographe japonais. Le photographe japonais, j'allais dire. C'est complètement cliché et rigolo, quoi. Ah, j'avoue. Est-ce que c'était tu vois, par contre, la menace marche bien, tu vois, au niveau de comment c'est filmé, comment jouent les acteurs. Mais ouais, quel comique, ce Kikuchi, quoi. Puis ouais, voilà, on arrive vers cette fin qui est particulière, mais qui marche assez bien. Vous aimez bien comment ça se finit, vous aimez que ça le côté, finalement, elle accepte d'être la mère de cet enfant, quoi. Elle est la mère de cet enfant. Ouais, justement, moi je trouve ça très très cohérent, en fait. Très cohérent, et puis non, j'aime bien cette fin. J'aime pas les films d'horreur qui finissent bien, déjà. Ça me pète les couilles. Et ça, je trouve que ça finit au bon moment avec la bonne fin, je sais pas comment dire, mais voilà. Elle avait l'occasion de tuer son enfant, hein. Elle était devant lui avec un couteau. Ou tuer les autres gens autour d'elle, quoi. Ouais, alors, ouais. Oui, parce que personne l'attaquait, personne essayait de lui opposer résistance. Ouais, j'avoue. C'était écrit, quoi, qu'elle allait accepter cet enfant. En tout cas, Roman le savait. Il la laisse approcher tout le long, il insiste pour que ce soit elle qui berce l'enfant, etc. Ce qui est c'est intéressant comme perversion, justement, des personnages, quoi, où ils savent qu'elle est déjà suffisamment... En même temps, elle passe tout le film à essayer de protéger son enfant, donc c'est assez logique qu'elle allait pas l'abandonner maintenant, tu vois, même si c'est le fils de Satan. Alors, est-ce qu'en 68, on savait pas que boire pendant sa grossesse, c'est pas bien? Je me suis demandé, quoi. C'est vrai que peut-être que c'est enfilé durant sa grossesse, c'était pas mal. Il y a 2-3, notamment la célébration de l'annonce de sa grossesse, ils arrivent avec une bouteille, ils se mettent... La baby shower, j'avais pas de champagne. Ça met une mine, quoi, durant un baby shower. La mine. Plusieurs fois la mine. Et je me demande, peut-être qu'ils savaient pas à ce moment-là, hein, en réalité. En tout cas, ça devait être moins connu, ouais. Après, elle se connaît parce qu'elle se sentait mal, mais en fait, si tu prenais des mines tous les soirs, c'est normal, elle se sente mal, quoi. Tu es meuf, quoi. C'est ça, c'est pas le cocktail aux plantes de la voisine, hein. Non, c'est pas le Tanis, là. Écoute. Toi, tu la regardes en français, Gab? Non, en VO. C'est la racine de Tanis, si vous voulez traduire, mais ouais, Tanis Root, je sais pas si c'est un vrai truc. C'est quoi en français? Je sais pas. Mais ça, c'est aussi un autre objet qui vient au début, tu vois, qui est introduit par la première jeune femme qu'elle rencontre, Terry. Ce qui est aussi une bonne idée. Qui était probablement la précédente. Ouais, voilà, qui n'a pas pris, sur laquelle ça n'a pas pris. Puisqu'elle avait reçu le collier de la femme de Roman. Parce que c'était une droguée. Non, mais c'était probablement, peut-être qu'elle était stérile, tu vois, et c'est pour ça qu'ils l'ont suicidée. Je sais pas, mais en tout cas, il y a eu dans leur première nuit, ou une des premières nuits où le couple a emménagé dans cet hôtel, ils entendent justement derrière le mur les rituels, etc. Les chants dans la nuit. Vrai. Donc c'est possible que ce soit. Juste à penser au niveau dialogue, il y a à nouveau un autre truc discret qui est bien, tu vois, c'est dans ces dialogues normaux entre Madame Castevet, Minnie Castevet, elle s'appelle, voilà. Minnie, qui était le surnom d'une de mes grand-mères. Minnie et Rosemary qui font la vaisselle ensemble.
puis qu'elle discute, et vous avez des sœurs, et elles ont des enfants, etc., etc., et où elle dit, si j'ai pas d'enfants, c'est pas parce que je suis pas fertile, j'ai genre 16 neveux et nièces, tu vois. Ouais. Et ça, c'est un truc, une manière assez discrète d'amener ce truc-là, que la télé s'intéresse à ça. Mini, dès le départ, elle tâte le terrain, elle regarde si la personne est fertile, si la personne est propice. Alors ça, c'est clair. C'était extrêmement bien construit. Putain, c'est fou. Mais c'est crédible parce qu'il y a vraiment des vieilles qui sont comme ça. Oui. Qui posent des questions tout le temps et qui s'intéressent à est-ce que la jeune femme, elle va bientôt faire un gamin? Tout. Et c'est vrai que petit à petit, il l'isole, c'est extrêmement dérangeant, en fait, cette situation où en fait, sa paranoïa ressemble à une paranoïa, de tout point de vue, mais où elle est, en fait, c'est réel, quoi. Elle a vraiment raison. C'est la seule qui a. Elle avait quasiment aucune chance, quoi, de s'en sortir. Aucune chance. C'est ça qui est le plus fou, en fait, qui rend. Oui, c'est quand tu crois qu'elle va s'en sortir en allant chez Dr. Hill. Ouais, mais en fait, non. En fait, tout le monde était. Non, elle avait aucune chance de s'en sortir. Et c'est ça qui rend le truc le plus fou, quoi. Même son bébé, au final, hein, parce qu'elle est à 2 doigts de se faire une crise avec son mari parce qu'elle veut aller voir le Dr. Hill, et tout d'un coup, sa douleur cesse. Comme si le bébé aussi, à ce moment-là, manipulait la répit. Tu sais, c'est le moment où elle dit qu'elle a mal depuis X mois et que ça s'est jamais arrêté. Et c'est ce moment-là où elle est sur le, c'est ça, où elle est à 2 doigts d'aller enfin consulter un docteur, un deuxième avis. Sa douleur s'arrête. Donc, elle devient un peu euphorique, elle est heureuse, l'embrouille se dissipe. Alors que à ce moment-là, tu te dis, mais est-ce que son mari va devenir... La scène d'après, elle a plus le maquillage tout blanc, quoi. Est-ce que son mari va physiquement l'empêcher d'aller voir ce docteur? Est-ce que quelqu'un, à un moment, va la tenir, l'attacher? Et en fait, avant l'accouchement, où en fait, on l'anesthésie, puis elle accouche... Je sais pas comment elle a accouché, d'ailleurs, parce la dernière scène, c'est le médecin avec la seringue, là. Voilà, mais en fait, elle reste par elle-même quand même dans ce truc. C'est quand même horrible. Les quelques fois où, elle reste par elle-même complètement. C'est un truc pour moi, c'est un fonctionnement comme les sectes. C'est vrai que c'est un truc dont on avait parlé. Déjà, Gab était pas d'accord avec moi, mais comme on avait parlé dans notre premier épisode de Science Politique pour Midsommar, où je trouvais que ça représentait assez bien le côté des recrutements de sectes. Et là, je trouve qu'il y a aussi ce côté-là, justement, couper les ponts qu'elle a à l'extérieur. Et finalement, les seuls gens auxquels elle peut faire confiance, c'est ceux qui la manipulent, quoi. Même là, c'est bon, c'est assez direct, quoi. Justement, quand à la mort de Hutch, ça devient assez clair, quoi, sur ce moment-là. Je trouve juste qu'elle a un côté où elle est pas très maligne par rapport au docteur Saperstein, tu vois. Fois, quand même. Elle est super méga naïve, quoi. Le comportement de Guy, parfois, est tellement... Il est super suspect, ouais. C'est ça. Il est sus, quoi. Il est sus. Mais non, mais tu vois, par rapport au docteur Saperstein, elle se fait recommander ce docteur par les Castavetes. Et quand elle coupe les ponts avec eux parce qu'elle pense que c'est des sorciers, elle va en parler au docteur Saperstein. Là, mais ma fille. En même temps, Saperstein va aussi accoucher les gamins de Hutch. Je crois, il dit ça, donc peut-être qu'elle se dit. La troisième de quelqu'un, ou un truc comme ça. Non, ah oui, t'as raison. Mais il se dit que c'est des clean, quoi. Puis c'est le médecin, tu vois, le médecin, des gens avec des blues, on leur fait confiance généralement. Surtout à cette époque-là. Il y a un truc auquel je voulais en venir, c'est qui passe dans ce truc-là, c'est une femme, et c'est assez important pour ce côté-là aussi. Une femme enceinte, et surtout dans les années 60, qui te raconte des trucs comme ça, tu dis, elle est hystérique, quoi. Là encore plus, elle avait aucune chance. Et tu le ressens justement où son mari contrôle vachement sa vie quand même, justement. Où ça paraît pas bizarre nécessairement qu'il dit non, j'ai pas payé pour un autre docteur ou ce genre de truc, tu vois. Il y a son pognon dans son placard là. Il y a cette critique là que tu soulignes, mais il y a aussi l'image d'un couple moderne en fin de compte, parce qu'ils sont quand même modernes pour leur époque, que ce soit dans que ce soit dans la manière de faire leur appartement, dans la manière dans leur fraîcheur vis-à-vis de. Il y a plein d'indices. Ils sont plus modernes que leurs voisins, tous les autres gens autour d'eux. C'est pas le rêve américain, enfin. Et le gars, il est acteur, et puis il joue dans des pubs, et c'est là où il y a le fric. Elle est fraîche, elle regarde des magazines, et puis elle refait son appart. Lui, c'est pas l'homme, je trouve non plus c'est pas le patriarche. C'est pas le patriarche. C'est pas le patriarche ultime, enfin. Il mange non, par eux terre, sont des jeunes quand même. Exact. Elle lui dit on fait l'amour, ils font l'amour. Enfin, c'est quelque chose d'assez frais. Et je pense que je sais plus, je n'étais pas là en 1968, mais à mon avis, c'était quand même assez progressiste, avant-gardiste vis-à-vis de l'époque femme au foyer, lave-linge.
et lave-vaisselle et mixeur et c'est trop bien. Là, c'est une femme linge, moderne. Exact. Non, mais c'est une femme moderne, oui, qui lave les linges. Bien sûr, c'est une femme moderne et à la fois, comme tu dis, il y a le mari qui, malgré ça, malgré cette image de femme forte, garde le contrôle presque plus intellectuellement, perversement, que par des codes patriarcaux comme on a eu nos grands-parents, arrière-grands-parents au début du siècle, où c'était juste comme ça. Voilà. Et là, il y a cette espèce de... Et c'est encore une fois un truc assez subtil et fin de Polanski. C'est plus une forme d'emprise. Alors, je sais pas si le livre... voilà, mais si ce livre avait déjà tous ces éléments, mais pour le coup, chapeau bras. Un truc un peu symbolique du côté peut-être progressiste ou féministe, vous pouvez vraiment comment l'appeler, mais c'est un truc que j'ai remarqué que finalement elle reste assez rare dans les films, mais elle était encore plus à l'époque. C'est qu'il y a une scène où elle dit qu'elle a ses règles et elle le dit ça à Minnie et à l'autre vieille qui sont venues chez elle pour faire du crochet, quoi. Non, mais vraiment les vieilles son gars et son mari sait quand elle a ses règles, alors que ça c'est ça. Alors ça pour le coup, chapeau bas aussi. Chapeau à Guy. Mais du coup, c'est vrai que c'est moi, ça m'a étonné. Et c'est un truc que j'ai souvent entendu comme symbole, même souvent mal utilisé, tu vois. Il y a eu des comics où genre, enfin, on parle de tampons, tu vois. T'es là. Oui, mais il faut le faire avec une certaine subtilité où ça paraît naturel, parce qu'à mon avis, c'est naturel en tout cas, entre personnes dans certains moments et dans certains milieux, tu vois. Quand on fait un gros truc spectaculaire, ça devient ridicule. Mais, là, voilà, c'est assez discret, je trouvais assez moderne, justement, pour 68, quoi. Et on va voir. On peut peut-être venir à une deuxième grande manière que j'aimerais parler du film, c'est... il y a une phrase qui est notamment utilisée pour parler de Roman Polanski, c'est le concept de séparer l'œuvre de l'artiste. Et je trouve que c'est particulier par rapport à ce film, notamment, parce que Roman Polanski, un an plus tard ou quelques mois plus tard, sa femme qui était enceinte s'est fait tuer par une secte. Alors les Manson, est-ce que c'était une secte, est-ce que c'était juste une bande de hippies tarés? Ça se discute, tu vois. Mais voilà, je trouve ça particulier. C'est complètement une coïncidence. Mais si tu veux faire de la théorie du complot, je pense que tu peux vraiment t'amuser. Surtout que ce film est un film de théorie du complot. Alors c'est vrai que peut-être cet angle-là est peut-être plus intéressant, c'est que c'est une théorie du complot qui existe toujours sur Internet, qu'il y a des élites satanistes qui veulent voler des enfants. Et, généralement, maintenant, ils sont pédophiles, mais je pense que cette version-là... Et je sais pas à quel point c'était populaire à l'époque ou si le film a rendu ce genre de théorie populaire, tu vois. Si c'est sa situation personnelle qui a fait qu'il au final... Parce que nul doute que Polanski, il a sa forme de torture intellectuelle. Enfin, je veux dire, comme personne, comme réalisateur aussi, c'est déjà la plupart des cas, c'est ça, c'est une impulsion. Quand tu es un peu torturé et que tu es un petit peu dans le milieu du cinéma, bah tu fais un film pour un peu comme exutoire. Est-ce que déjà ça relève d'un choix qui vient de sa situation? Ouais, probablement. Non, justement, est-ce que non, mais alors le film un peu cynique, tu vois. Oui, avant, bien sûr, mais peut-être, mais elle glissait peut-être dans ça. Enfin, je veux dire, sa femme peut-être participant à des rassemblements de Charles Manson. Non, ça n'a rien à voir. Non, elle n'a pas eu de bol, quoi. Enfin, en théorie, c'est ce qu'a conclu l'enquête, en tout cas. Mais tu vois, si tu voulais imaginer le truc, bah Polanski, ça se trouve, il était au courant qu'il y avait vraiment ce genre de truc en vrai. Du coup, il a fait un film dessus et pour le punir, ils ont tué sa femme enceinte. Mais non, tu vois, voilà, c'est le genre de truc que tu pourrais tout à fait. C'est un film qui invite à ça, puisque le film parle en fait de trucs dont les complotistes parlent, et à ce genre de coïncidence que les gens pourraient lire beaucoup de choses derrière, quoi. Et où je pense pas que c'est le cas, mais moi j'ai pas pu m'empêcher d'y penser en regardant le film. Et c'est que, bah voilà, quand on dit séparer l'œuvre de l'artiste, normalement c'est par rapport au fait qu'il a été condamné pour viol et accusé de 11 autres viols. D'habitude, c'est pas par rapport à cette histoire-là. Donc, voilà. Ce dont d'ailleurs, on n'a pas nécessairement de raison de parler plus que ça. Soyons clairs. Je veux dire, on va pas... qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que vous pensez qu'on devrait parler de ça ou est-ce qu'on parle juste de Polanski comme artiste? Ouais. Pas particulièrement, on devrait parler de ça, non, je pense pas. Moi, je pense qu'on parle de l'artiste. On parle de l'artiste, on parle de son regard sur le monde au final, parce que ça a beau être une adaptation, il a quand même fait le film et j'imagine qu'il l'a pas fait à contre-cœur. C'était peut-être la bonne personne quand même.
Je sais pas comment ça se passe, si c'est le réalisateur qui choisit d'adapter ça ou si c'est un producteur qui vient chercher un réalisateur pour faire une adaptation. Il y avait un adaptation. truc sur Wikipédia là-dessus, Je sais pas, mais qui disait qu'en fait le film a été acheté par les producteurs et je crois que c'était même pas lui le premier choix. C'était quelqu'un d'autre. Ça, c'est son premier film américain. À la base, il avait proposé un réalisateur américain, je sais plus à qui. Mais ouais. Donc oui, excuse-moi. Bon, non, c'est juste. Ça lui va bien en tout cas. Oui, je pense. Ce serait intéressant d'avoir au moins savoir comment est le livre en fait, si c'est. Qu'est-ce qu'il y a comme élément qu'il y a dans le film, qu'il y a dans le livre, qu'est-ce qu'il a ajouté lui, qu'est-ce qu'il a apporté par rapport au livre, qu'est-ce qu'il a apporté dans l'adaptation. Quels autres éléments sociétaux, temporels, parce que le livre, il a été écrit bien avant. Ça pourrait être une histoire du Moyen-Âge aussi, je veux dire, au final. Et il est adapté à New York, je sais pas. Non, mais il a été écrit en 67, quoi. Le livre, d'accord. Ouais, donc ça a dû être un best-seller de... Non, mais je l'ai déjà expliqué tout à l'heure, ça. Le livre a été écrit, et avant qu'il sorte, les producteurs ont acheté les droits de l'adaptation. D'accord. Ils ont sorti le livre et le film en même temps, quoi. Le livre est sorti en 67, je crois, et le film en 68. Ah ouais, intéressant. Donc c'était une vraie réflexion marketing, quasiment, quoi. Ils ont eu du nez, les producteurs. Exact. Ils sont probablement allés chercher quelqu'un qui était en mesure de bien adapter ça, c'est clair. Ouais. Une autre coïncidence qui, justement, existe aussi dans le livre, quand même, notre personnage de Roman Castevet, dans un film de Roman Polanski avec John Cassavetes. Voilà. Mais ça, c'est le nom du personnage dans le bouquin. Oui. Ok. Il savait que Roman Polanski est un spécialiste. C'est ça, c'est l'air. C'est prévu, c'est une dénonciation officielle des vrais. Un truc que j'ai remarqué, c'est une version de cette livre qui est quand même très anti-catho en un sens, parce que tu as notamment t'as le dialogue au début de Roman Castevet qui dit que la religion c'est que du showbiz de toute façon. Il fait tout un dialogue là-dessus, ça peut aussi peut-être te montrer que son penchant, mais pendant qu'elle fait son cauchemar et qu'elle se fait violer par cauchemar, non, parce que apparemment elle se fait vraiment violer par le diable. Moi je pensais que c'est elle qui avait mal vu son mari parce qu'elle était sous drogue. Ouais. Mais non, c'est concret. Mais pendant ce moment-là, elle voit le pape qui vient la visiter, quoi. Ce qui, a priori, est vrai. Ce qui est quand même assez heavy de se dire, ok, le Vatican. On discutait en plus du pape avant. Il n'y a pas une sorte de réflexion sur le pape, machin, je sais plus ce qu'il disait, mais. Justement, quand il parle que c'est du business, il dit, le pape, il vient jamais dans un endroit dans une ville où les journaux sont en grève. Parce que c'est du show business. Il va faire parler de lui, etc. C'est juste, c'était ça, ouais. Ouais, c'est ça, c'est tout ficelé de partout, mais du coup, ouais, voilà, c'est pas qu'un complot catho, parce que on a Dr Stapperstein qui, vu son nom, est juif. C'est présent, mais c'est pas si pour moi. Il y a même des japonais aussi, donc. Perso, je trouve ça un peu grossier, la partie justement chrétienté je trouve que c'est pas. Moi, c'est pas quelque chose qui m'intéresse réellement, la critique de ça ou. Je suis d'accord. Ou l'exaltation de ça. En soi, les trucs de satanisme, ça m'emmerde en général. Mais c'est pas si présent que voilà. Donc. C'est vrai. Voilà, je dirais pas que c'est subtil, en fait. C'est assez grossier quand même de voir l'évêque avant le viol, machin. Mais ils en font pas trop. Voilà. Il y a toujours le bon équilibre en fait dans ce film. Bon équilibre. Globalement. C'est une scène et ennemie où il y a ça. C'est ça, ouais. C'est en plus très succinct. Et c'est là où c'est quand même un film assez malin parce que si tu divises en pourcentage les scènes entre guillemets, les moments qu'on appelle ça les nœuds dramatiques et les moments clés où tu vois quelque chose qui est clé pour l'histoire, etc. Je pense qu'il y a quand même un plus haut pourcentage de moments où il se passe rien, vraiment, où c'est juste du dialogue et du bon jeu d'acteur et de la bonne cinématographie. Et pour ça, ce que moi j'appelle l'intérêt de divertissant dans un film, aujourd'hui je le vois dans des films comme des films à effets spéciaux où je trouve que l'effet spécial est divertissant. À l'époque où il n'y avait pas de 3D, d'effets spéciaux, etc., c'était ça le divertissement, c'était de la bonne cinématographie. Et en ce sens, dans le genre, ça me fait penser à un truc comme 12 hommes en colère, tu vois, aussi, où il y a des plans séquences alors que ça se passe tout dans une pièce, tu vois. C'est justement, c'est quelque chose de, quand on avait parlé de
In the Mood for Love, t'étais pas là en l'occurrence, Louis, mais c'est un film qui est très spectaculaire visuellement, sans être spectaculaire, mais celui-là est encore moins spectaculaire, tu vois. Dans un sens, il est beaucoup plus discret, et c'est aussi, c'est des scènes de dialogue, c'est une histoire de relation, et c'est juste, voilà, c'est encore plus sobre. Dans celui-là, et ça passe comme du, mais ici, ça se boit comme de l'eau, quoi. Enfin, comme du rhum, du bon rhum. Comme du rhum quand t'es enceinte, quoi. Pas faux. Non. Un truc qui m'a fait rire, je sais pas si c'est volontaire dans le film ou si c'est juste moi qui redécouvre un film de 1968, mais la manière dont les gens parlent de la mort, c'est un truc que j'ai remarqué souvent dans les films américains. Ils aiment bien dire, quand carrément, ils disent he's gone. Tu vois, il est parti. Parce que, ils veulent pas nécessairement dire dead. Et là, quand ils parlent de la meuf qui s'est suicidée, t'as le flic qui vient dire au Castevet, vous ferez mieux de vous accrocher. She's dead. What the fuck? Et les deux fois où ils disent dead dans le film, c'est sur ce ton-là très froid et très dur, et ça m'a fait rire les deux fois, quoi. Progressisme. Hein? Ben c'est progressiste. Et nul doute que Polanski, qui a une éducation plus européenne, à ce moment-là, arrivé aux États-Unis et débarqué dans Hollywood et faire un film, nul doute que lui, il avait une fraîcheur 68 ardes en plus, quoi, par rapport à ces thèmes, la féminité, un Européen, c'est vrai, la mort, la religion. Enfin, c'est quelqu'un de subversif, c'est quelqu'un. Je sais pas ce qu'il a fait avant, ce qu'il a fait après. On peut imaginer qu'il a fait 2-3 courts-métrages d'étudiants un peu qui ont un peu. Il a fait des films à succès en Europe avant. Attiré l'œil, quand même des producteurs hollywoodiens, probablement quand même. Et c'est l'Europe au. Ah non, je me souvenais plus qu'il se passait à New York, ce film, avant cette. J'avais même un petit doute au début parce que je me souvenais pas qu'il y avait un aussi grand lac à Central Park sur le premier plan. Je me demandais si c'était bien ça. Ah, je t'avoue que je suis jamais allé à New York, toi, oui, donc j'en sais rien. Ah ouais, je me souviens pas. C'est grand Central Park après. C'est super. Les World Trade, il y a pas. On a brièvement parlé des performances d'acteurs. Généralement, Mia Farrow, elle est excellente. Franchement, elle porte le film, quoi, clairement. John Cassavetes, c'est moins spectaculaire, mais il est tout à fait adéquat. Et pareil, hein, celle qui joue Minnie Cassavetes, je me souviens plus de son nom. Je vais essayer de retrouver parce que elle a gagné notamment quelques awards pour ce film, et c'est assez mérité. Comment elle s'appelle Le mec qui joue Roman Castevet est plutôt bien aussi, mais je trouve que c'est surtout les femmes qui portent le film au niveau des actrices. Ruth Gordon, Ruth, quoi. Que vraiment j'ai trouvé excellente, qui porte vraiment le début du film pour moi aussi. Moi, je sais pas vous, mais moi, les personnes qui badent dans un film, qui sont dans un état un peu second, qui titubent, qui sont pas bien pâles et malades, ça me tend. Que ce soit Frodon ou dans Shining, la meuf, ça me tend. C'est vraiment, ça me tend. Là, ça m'a pas tendu. Parce que ça m'a pas tendu. Et aussi parce qu'il y a des costumes avec. Quand on voit la métamorphose physique capillaire de la femme, la maigreur qui est nul doute sur le tournage, a dû perdre quelques kilos parce qu'à l'époque ça se faisait vraiment après aujourd'hui il y a des médecins, des assurances, tu peux pas, parce que c'était Depardieu qui prend 30 kilos pour faire Obélix, mais c'est quand même, les gens font plus attention à ça quand même. À l'époque, c'était à la dure. On aura ce débat une fois dans Berry Talk parce que c'est pas vrai. Ok, bon, on peut mettre Shining, puis on peut parler de comment elle a été malade tout le tournage, quoi. Oui, non, mais après, on peut prendre l'exemple de Christian Bale. On peut prendre l'exemple de Christian Bale qui a perdu ou pris du poids pour pratiquement tous ses films, quoi. Donc. Ouais, et on peut prendre l'exemple de tous ces avec un diététicien, avec un programme alimentaire, etc. The Machinist, il y avait pas beaucoup de diététiciens pour Christian Bale. Non, lui, c'est un peu pourri la santé, il est un peu pourri. À l'époque, je pense quand même que les acteurs se mettaient plus cher au niveau de la santé. Enfin, il y avait moins de règles. Probablement qu'ils buvaient du vrai alcool, tu vois, en fait. Et à la base, c'est quand même un Mikado déjà dans les Faro, donc je pense que c'est beaucoup de maquillage et d'éclairage qu'on fait le Mais ce que je veux dire, c'est que le moment de sa métamorphose capillaire, elle a aussi une métamorphose de costume. Et je suis persuadé que si on le revoit peut-être 3, 4, 5 fois, on se rendra compte aussi qu'au niveau de l'éclairage, il y a des changements. Et tout ça, ça crée, ça fait corps, en fait. Ça fait corps. Et pour notre regard de spectateur un peu noob au final, c'est ça le cinéma, c'est de feinter le spectateur, c'est de le feinter. De toute façon, ceux qui se rendent pas compte de ce que par des effets, exact, par des effets, bon, il y a des fois ça saute aux yeux, c'est grossier, puis tu te sens intelligent parce que t'as vu un truc et tu dis ah, mais il y a plein de fois et c'est un film assez complet, mais pour non seulement bien ficelé, mais qu'a choisi Gab, bien fini, élégant.
Tu vois, l'émission aurait pu durer 1 minute. Pourquoi élégant? Sobre et élégant. Ah ouais, pour ça, tu dis élégant pour sa cinématographie ou élégant? Ouais, j'ai trouvé, je trouve vraiment classe le film, tant visuellement, tant comment comment le récit comment le récit raconté. Enfin, tu vois, on parlait avant, on parlait d'équilibre. Franchement, il y a tout est bien fait, quoi. J'ai l'impression qu'ils n'en fait jamais trop. Il dure 2h15 en plus le film. Ouais, quand même. En plus, il est assez long. Et ça se regarde, quoi. Les feature films à l'époque, c'était quand même assez clair que c'était 90 minutes, quoi. Point. Ah, ça dépend. Ouais. Il y avait quand même un standard beaucoup plus respecté qu'actuellement. Aujourd'hui, le standard est différent. Si t'es un blockbuster, c'est vrai que ça passe mal si tu fais moins de 2h30, quoi. Les gens en veulent pour leur argent, quoi. C'est un peu bizarre. C'est un standard un peu bizarre à sa manière, quoi. Mais je voulais parler de la suite. C'est une suite. What Happened to Rosemary's Baby. J'ai le titre pourri, quoi. Ouais. Que j'ai essayé de regarder parce que je savais que c'était de la merde. Et le concept est rigolo. En théorie, c'est qu'est-ce qui se passe avec Adrian, donc son enfant, quand il deviendra grand, etc. Et j'ai essayé de regarder genre 20 minutes. J'ai essayé les techniques de Louis. J'ai essayé les techniques de Louis. Non, parce que les premières 20 minutes, c'est elle qui s'enfuit, en fait. C'est Rosemary qui s'enfuit avec son bébé. Ah, d'accord. Ouais, et en fait, ils arrivent à récupérer le gosse. Alors, ils ont récupéré que Ruth Gordon. C'est la seule, je crois, qui reste du casting. Et elle l'élève comme un enfant normal. Est-ce qu'il y a du rouge? Elle s'échappe. Non, mais elle s'échappe. Oui, je crois qu'elle devient rouge un peu à un moment, mais bref, j'ai essayé les techniques à Louis. J'ai essayé en x2. J'ai essayé de sauter les moments pour aller plus loin. Irregardable, ce truc. Ça ressemblait visuellement à un bon épisode, un épisode où ils avaient mis du budget dans un truc comme Charmed, tu vois. Mais c'est Mia Farrow, du coup. Non, c'est pas Mia Farrow. Non, la seule qui est restée, c'est Ruth Gordon. C'est pas Mia Farrow, c'est pas Polanski, c'est dégueulasse. Mais voilà, je voulais essayer parce que des fois les trucs mauvais, c'est rigolo. Et là, non. En plus, toi qui adore les suites, Thomas, c'est ça qui m'étonne. Non, j'étais curieux, du coup, quand c'est vraiment mauvais, mais non, du coup, j'ai pas réussi. Il y a rien. Il y a eu possiblement un remake qui a failli se faire, produit par Michael Bay. Ce que j'aurais quand même aimé voir, ouais. Ah, j'ai hâte de voir des lampadaires. Non, ils ont abandonné, mais ça n'aurait pas été lui qui l'aurait réalisé. Mais encore, je trouve que pour un film comme ça, une histoire comme ça, peut-être pas l'histoire avec la chrétienté, etc., mais je trouve que tu peux le côté psychose entre paranoïa et clairvoyance et oppression, etc. Je trouve que c'est quand même quelque chose qui mériterait d'être montré aux nouvelles générations de viewers. Je trouve que on n'est pas assez subtil. Le film a bien vieilli, en fait, donc. Ouais, enfin. Après, ça reste un huis clos. Et les huis clos, il y a plein de gens qui aiment pas ça. Mais tu peux refaire le même dans un HLM de banlieue. Ils ont fait un remake. Ils ont fait un remake avec Carole Bouquet, je crois. Un truc un peu plus frais. Mais voilà, tu mets une actrice comme ça, Carole Bouquet. Là, tu passes déjà pour un vieux. Elle jouait Rose. D'accord. Exact. Il faut une vieille, tu vois. Tu mets une Cotillard ou une. Sinon, c'est pas la faute de Satan qui font aussi son enfant, il est bizarre. Elle a juste. Tu peux refaire un film, je trouve assez frais, assez récent et avec des thèmes actuels et au final où c'est un peu, il y a pas besoin que ça parte dans le satanisme, mais où les choses évoluent, les personnages évoluent. Je te fais un pitch de remake si tu veux. Vas-y, ça a failli être ma question à la con, mais le remake s'appelle Rosemary simplement. Et elle arrive à s'échapper et elle a un M16 et elle tue plein de cultistes qui essaient d'invoquer qui arrivent à invoquer des démons et du coup elle doit se battre contre des démons avec son M16. Alors ça tu le fais faire par Rodriguez du coup ou comment Del Toro quoi. Ah, vous savez qui joue Rosemary dans la remake de la série là? Rosario Dawson. Non, Zoé Saldana. Quoi? Ah tu dis quoi dans j'ai pas écouté ma connerie. La série avec Carole Bouquet et Zoé Saldana. C'est Zoé Saldana qui joue Rosemary. D'accord. Si, tu l'as vu dans Gardien de la Galaxie. Elle a googlé sur mon deuxième ordinateur. En Star Trek. Saldana. Ah, je vois. Ouais. Ok. François Civil. C'est pas incroyable comme actrice. Moins chou. François Civil, incroyable. Mon idole. Mais il était bon, ouais, dans Bac Nord. C'est une des bonnes. C'est qui son mari, là? Le gars avec les cheveux blonds longs, là? Il joue dans Suite, série, là. Ouais, on dirait un catcheur. Catcheur. C'est quoi son nom? Bah, dites-le parce que les gens ils voient pas. J'arrive pas à trouver. Ah ouais. Oui, c'est Patrick J. Adams. Putain, j'ai pas la ref. Non, c'est Marco Perrigo. Mais j'ai pas la ref non plus.
Non plus. Ça me dit plus quelque chose, peut-être. Mais... voilà, moi j'ai un peu fait le tour de mes notes. Il y a un truc, ouais, j'y viendrai quand on sera la question à la con. Vous avez d'autres trucs à dire? Je suis content qu'il y en ait au moins 3 dans ce groupe qui regardaient ce film. Tiens, voilà, je m'étais même pensé. Si, j'ai encore un truc quand même. Moi aussi, pour le coup. Des fois, j'ai du temps. Et du coup, cette semaine, j'avais un peu de temps. Oups. Connexion. Cette semaine, j'avais un peu de temps. Et du coup, la dernière fois, j'avais parlé de mèmes quand on parlait de Hacksaw Ridge, parce qu'il y avait 2 mèmes différents qui existaient dans le film. Là, il n'y en a pas vraiment. Mais il y a une image qui, moi, m'a donné envie d'en faire un. Et du coup, j'ai cherché sur Google Rosemary's Baby, même. Et du coup, il y a ce genre de truc qui existe. Quand ils te demandent de découper la dinde, mec, t'es vegan. Santé, pardon. Voilà. Je t'en prie, santé. Tu veux te sentir vieux? Ça, c'est le bébé de Rosemary aujourd'hui. Voilà, les vannes de merde. Celle-là est un peu plus réussie. J'avoue. Elle est cool. Mais c'est exactement cette fringue-là que quand tu la vois, c'est bien le fringue de femme enceinte. Non, cette fringue de l'exorciste, quoi. Enfin, je pense que c'est justement ça. Le pyjama exorciste. Alors là, tu vois, je suis pas le seul à y penser. Hein. Donc voilà. Un truc, à nouveau, un peu théorie du complot, c'est que Kate Middleton, elle avait la même rose que Rosemary. C'est pas mal du tout, ça. C'est un peu gênant. Ouais, j'avoue. Exactement la même, alors, genre. Ça, Gab, est-ce que tu pourrais nous confirmer, est-ce que c'est vrai ou pas? Est-ce que Hereditary, elle a la copie pas chère de Rosemary's Baby? Bah non. Ok. Pas vu. Bah non plus. Parce qu'elle est pas enceinte. Enfin, non. Enfin. Après, ça peut être la suite. Démoniaque, mais... Après, ça peut être la suite, mais. Okay. Non, je pensais bien que c'était faux. Oh, elle a l'air fraîche, la mère. Hein. Elle fait une sacrée gueule. Et donc, moi, en fait, c'est simplement en voyant cette scène que j'ai pensé à un mème qui existe en ce moment. C'est celui-là. Voilà. Je me suis amusé à le faire. Avec mes grands talents de Photoshop. Quand même. Mais parce que, ouais, voilà, elle est en mode trop bien. Toi qui as dessiné le bonhomme, là? Non, okay. Un template qui existe. Moi, excuse-moi, je suis... Non, toi, tu es un boomer. Ouais. Moi aussi, mais j'essaie de faire semblant. Et du coup, ouais, voilà, rubrique. Alors, Gab, t'as trouvé une rubrique. En vrai, il y a des choses. Comme on a un peu parlé de. De toute façon, je savais qu'on avait un peu parlé de Polanski. Du coup, je me suis concentré sur Mia Farrow, qui a une vue aussi un peu mouvementée. D'accord. Oui, il y a aussi des choses. Donc, par exemple, elle a eu 4 enfants de ces différentes relations, mais elle a aussi adopté 11 enfants. Quand même. Ah ouais, bien. Du coup, quinzaine d'enfants. Quand t'as du cash. Si elle a du pognon, elle va essayer de. Après, moi, c'est plus. Ce serait plus mère porteuse que adoption, perso, vu que je suis un peu imbu de moi-même, tu vois. Adoption, ça veut dire que t'aides le monde. Adopté, elle les a pas portés. Oui, mais c'est ce que je dis. Si j'avais du cash, je ferais plus des. Des mères porteuses. J'aurais 11 mères porteuses plutôt que. Ok, parce que tu veux vraiment que ce soit tes gamins, en fait, c'est ça? C'est ça, des copies de toi. Donc, je reviens sur Mia Farrow. Donc, il a eu 4 gamins, donc, de manière naturelle. Donc, son gamin le plus connu, donc, c'est, comment il s'appelle déjà? Attends, j'ai oublié. Un batteur d'un groupe de rock. Non, c'est Dylan Farrow, non? Je crois que c'est Dylan. C'est. Ça me dit quelque chose, ouais. Roman Farrow. Non, pas Roman. Dylan O'Sullivan Farrow, actrice. Putain, il s'appelle comment ça déjà? C'est. Ah bah si, c'est la fille adoptive de Woody Allen et de Mia Farrow. Mais c'est Ronan en plus. Ouais, c'est Ronan, c'est pas Roman, c'est Ronan Farrow. Du coup. Il y a justement l'histoire avec la fille adoptive. Justement, en plus, c'est lui qui a lancé aussi le MeToo. C'est lui qui a dénoncé Weinstein. D'accord. C'est tout ce bordel. Il s'appelle Dylan Farrow. Ronan. Sinus Farrow. Donc voilà, et puis après justement, il a renié Woody Allen. Après aussi, une de ses filles qui s'est aussi mariée avec Woody Allen du coup. C'est ça, hein? Ouais, c'est ça, ouais. C'était une de ses premiers enfants qu'elle a adopté. Donc elle a adopté avec Woody Allen, donc. Souyin quelque chose. Souyin Prévin, en fait. Prévin. Okay. Non, c'est pas. Elle l'a adopté avant. Intéressant.
Ouais, avant Woody Allen, en fait. C'est pas son enfant, en fait, à Woody Allen. C'est ça le truc. Mais bon, ça reste quand même bizarre. Ça reste assez. Non, heureusement. Ouais. Mais même, quoi, il a quand même vu grandir et je pense qu'il a un peu participé à l'éducation. Bon, ouais. C'est un point de vue. C'est beau papa, quoi. Ouais, après, en plus, il a eu plein de soucis avec ses gamins. Je crois qu'il y en a 2-3 qui sont morts de maladie ou suicide. Quand on a 15 en même temps. Ouais, mais tu vois, je sais pas comment. Enfin, c'est assez fou, quoi. Je crois qu'il y a eu pas mal d'emmerdes. Je crois qu'il y a son frère qui s'est suicidé aussi. Enfin, ouais, il y a pas mal une vie assez merdique, comme enfin, plein de choses qui sont suivies et pas cool globalement. Donc voilà. Après aussi, je crois qu'il a aussi un de ses gamins en fait qui disait que c'était le rejeton de Woody Allen, mais en fait, ce qu'il paraît, son père, c'est Frank Sinatra, parce qu'elle est sortie avec Frank Sinatra. Elle a une relation avec Frank Sinatra avant Woody Allen. Donc voilà. Eh bien, vous m'excusez, mais j'ai des gros problèmes d'internet. Attends. Tu as trouvé une rubrique zoologie, Louis? Absolument. Rubrique zoologie. Il y a pas beaucoup d'animaux dans ce film. Hein. Je pense même qu'il y en a 0, tout simplement. Pas un pigeon, peut-être sur le plan d'ouverture, ou un truc comme ça. Peut-être ce qu'il mange, mais autrement. Voilà. Du coup, le foie de poulet, le foie de volaille cru. Parce qu'il y a une scène où Mia Farrow s'envoie elle va dans la cuisine, elle trouve le plat avec le poulet qui va être mis au four et elle s'envoie le foie qui est là pour faire la sauce en fait, qui est un abat. Et on voit même elle se voit dans le reflet de son toaster et puis là il y a une sorte de miroir sur ce qu'elle fait. Et puis bref, ça change de séquence après. Bref, donc je voulais juste vous dire que le foie fait partie. Exactement. Le foie fait partie des abats de viande bouchère, mais aussi volaille. Très prisé au Moyen-Âge. Il a été un peu délaissé au XXe siècle. On se demande pourquoi, parce qu'on parle de foie cru. Maintenant, attention, quel est l'intérêt pour notre santé? Le foie a une valeur nutritive assez élevée. Bien qu'il soit peu coûteux, il est globalement intéressant pour la santé et permet de varier les menus. L'intérêt principal du foie, c'est qu'il est très riche en vitamine A, B et notamment en vitamine B12, ainsi qu'en sels minéraux, particuliers en fer, en zinc et le phosphore. Le foie est 2 fois plus riche en fer hémique que la viande de bœuf. Donc moi j'ai déjà partagé un appartement avec quelqu'un qui bouffait du foie cru. Et j'avoue que je me souviens de ces histoires. Voilà, exactement. Et c'est quand même choquant en fait, parce que le foie c'est quand même un peu le filtre, non? C'est un peu un filtre dans le corps. Les reins. Et du coup, ouais, c'est le foie, bien sûr. Ah, les reins, le foie c'est le filtre du sang. Le rein c'est le filtre de la pisse, le filtre de la pisse. Le foie c'est le filtre. Je pense. Non, les reins, ça nettoie ton sang et ça crée de l'urée. Les reins, c'est le filtre. Et du coup, ça crée une urine. Mais le foie, je sais plus ce que ça fait. Bouffer un organe cru comme ça. Si on a des médecins. Et que tu puisses pas vraiment, dans les commentaires. Et que ça se fasse, en fait, je trouve ça ouf. Il y a un médecin d'assistance. C'est un médecin d'assistance. Et un autre truc, c'est que le foie est le seul organe du corps. Moi, je pensais que t'allais parler de chèvre. Je lis même pas mon texte, mais tu me diras après pourquoi, à cause de moi. Book. Vas-y. Le seul organe du corps qui peut quand tu fais une greffe de foie, en fait, le foie tu greffes 30% d'un foie. Tu peux en couper un bout et il se régénère. Exact, il se régénère. Intéressant. C'est vrai que c'est stylé. Ouais, c'est stylé. Moi, je pensais que tu allais parler de chèvre, en vrai. Parce que pour moi, c'est l'image que j'ai comme animal pour les, qui correspond le plus au diable, quoi, entre les cornes, les sabots. Et elles ont un truc particulier, c'est que c'est un des seuls animaux qui, je crois, il y a une pupille horizontale. En tout cas, si tu regardes une chèvre dans les yeux, c'est gênant. Elles sont badantes, quoi. Ouais. Moi, j'ai un très mauvais rapport avec les chèvres. C'est mignon et tout, mais... Chaque fois que je croise un chèvre ou une bête à cornes de ce genre de famille de merde, là, je me fais embrouiller. À chaque fois. Que ce soit quand tu fais une promenade T'es tellement futur de merde en même temps. Non, mais c'est pas, je te jure, ça m'a fait peut-être une fois dans mon enfance en course d'école, en primaire, et ça m'a choqué, et peut-être une deuxième fois après. Mais c'est peut-être les 2 seules fois où j'ai eu un contact avec une chèvre. J'ai l'impression que c'est genre les boucs, ça peut être chaud, quoi. Ça peut être assez énervé. Tu sais, c'est peut-être à cause de la transpiration. Peut-être qu'elle est vachement saline. Du coup, elles ont envie de me foncer dessus et de me, tu sais, genre, tu sais, le sel, ça rend ces animaux fous, hein, le sel. Juste le sel. Ah, et ça adore le sel, les chèvres, bien sûr. Tout ce qui est bouquetin, machin, tu leur donnes du sel. Ils essaient pas de te lécher, quoi, je veux dire. Peut-être que j'ai une transpi plus saline, tu vois. Non, peut-être mais elles ont des cornes. Elles essaient de te lécher, mais elles te foncent dedans, tu vois. Elle le lèche avec ses cornes.
Non, mais elles sont pas très. Non, mais c'est vrai que, alors voilà, les boucs ou les chèvres, ça peut être un peu des saloperies. Va aller chez quelqu'un Celles qui avec sont des Bon cornes. Appetit sont très mignonnes. Elles normalement, elles t'embrouillent pas, et les moutons non plus. Je suis sûr qu'il y a des gens qui ont le même problème avec les Après, oies ou les canards ou quoi. Moi, c'est les chèvres et les boucs. Mais les oies ont pas de cornes. Mais c'est agressif. Non, mais les autres, c'est des saloperies. Ça peut être des saloperies. C'est ça. Ça, comme les cygnes aussi. Ça Bon, les signes, exact. Il y a des trucs qui sont droit pas dans des les sales yeux, bêtes, mais qui me font bader quand même, à part ça. Il y a des trucs qui sont pas des sales bêtes, mais qui me font bader quand même, quand je passe au bois d'Abatis, c'est les pans. Les pans, ouais. Ça bouge vraiment comme un vélociraptor, quoi. Ok, ouais. C'est Bon, voilà, puis pas ça te trop regarde dans les yeux, que- tu vois, quand tu passes. Ah ouais. Et les autruches, c'est assez badant aussi, hein, parce que c'est des Ah ouais, sacrés, ouais. sacrés Ouais, grosses ça bêtes, commence à hein. être dangereux comme truc aussi. Ouais, Mmh. ouais. Tous les émeux, là aussi. Mais je me dis à chaque fois, ce genre de truc, comme je te dis, je regarde dans les yeux, je les tue. Je set up direct le truc, je peux devenir animal face à, je peux devenir comme quand je vous disais que je préférais me fighter avec un canard de la taille d'un cheval que. J'aime vraiment pas les oiseaux. J'ai ce truc où j'ai Parle-en à Fred. j'ai une violence supérieure envers ces oiseaux là. Ça Les m'énerve. Ouais, je me sens je suis prêt à me défendre, quoi. Vraiment. Je suis vraiment prêt à leur tordre le violence, cou. ok. Je mords Quelle dans le violence. cou. Ouais, n'importe Le quoi. pauvre petit canard. Pas petit canard. Canard de la taille d'un cheval. Mais les poussins, même des poussins, tu aurais envie de les fighter. Mec, un poussin de la taille d'un cheval. Oui. Mais un kiwi, tu vois, c'est trop badant. Un kiwi, ça a pas de bras. C'est juste, c'est juste Ça un... Vous va. avez déjà regardé Saturnin quand vous étiez enfant? Je sais pas Saturnin, pourquoi, le je vois canard. ce que c'est. Je vois ce que c'est, je sais pas pourquoi. Ça passait sur plein de télé, je pense. Hein. Ouais, ça doit être ça. Ah ouais. Saturnin, quoi. T'as pas la rêve, gars? Nope. Je suis pas assez vieux. C'est ça. Non, en vrai, c'est vraiment un truc de vieux. Ça doit être un truc des années 60 ou 50, en vrai. Saturnin. Mais bon, c'est de là que je connais ce Ah, prénom, merde. perso. Ok, ouais, d'accord. Oui, sans doute. Les aventures de Saturnin. Je voulais, T'as envie de le fighter, là? je voulais vous montrer quand même les yeux des chèvres. Quoi. Ah, Ah ouais, non, c'est... Bon, il y a les Japonais aussi qui ont... Oh là là. Ce qu'il y a? C'est dommage que j'étais pas là la semaine dernière. Hein. Les Japonais avec leurs lentilles, bah si. Hein? Bah, les lentilles. Les lentilles, ouais. Ouais. Moi, Ah oui, pour Je leur crois que tu faisais une vanne de bridé, quoi. Non, non. Justement, ouh là. Non, moi, ma vanne de bridé, c'est pas ça. Moi, ma vanne de bridé, c'est quand je suis dans Non, l'avion. c'est bon, c'est pas Non, mais grave. attends, Non, mais une fois, il y a des Asiatiques. Il y a un Asiate dans le film. j'ai ça des reste, enfants asiatiques, je peux me permettre. Oui, je sais. Oh là là. Quel Tu sais, tu dis à un Asiate de regarder un store et t'ouvres le store. Du coup, il ferme encore plus ses yeux. Ça, c'est ma vanne de bridé préférée. Genre, Ouais. quand mon gosse regarde par le hublot de l'avion et que j'ouvre tu sais, là, t'as le soleil. Oh, connard. Je suis vraiment connard. Je sais, mais c'est marrant. On avait fait à Kailandé au cycle, on avait fait ça en asiatique. Putain, c'était notre gag préféré. Les bons souvenirs. Euh, Un coréen. bon, on va passer à la question à la con, du coup. Allons. On aime bien comme rubrique zoologie. Tu faisais, alors, voilà, elle vient du fait que, je pense que vous avez dû le remarquer, parce que c'est impossible de pas le remarquer, il y a du placement de produits dans ce film. Notamment pour Yamaha. J'ai cherché. Ah, ouais. J'ai vraiment cherché vu que j'avais déjà lu. Ah ouais, j'ai pas trouvé. Trash, quoi. Mais il fait la pub pour Yamaha, c'est Quoi, quoi les C'est ça, il y a mixeurs, toute une les scène où voitures. elle s'assied- Alors, c'est vrai que c'est un truc dont on n'a pas parlé, ils s'assiedent tous tout le temps à 3 cm de la télé dans ce film. Et elle T'as s'assied vu la à 3 cm de résolution la télé aussi pour regarder la pub Yamaha dans laquelle tourne son mari. Et ils disent le mot Yamaha 6 fois, ils disent genre le slogan de la marque, et tout ça, quoi. Et j'ai trouvé très, très, très bizarre, quoi. Ouais. Et Moi, ça toi, m'a du coup, pas tu as pas choqué. remarqué? Non, c'est que j'ai remarqué. Oui, comme t'en parles, oui, mais ça m'a pas choqué. Enfin, sur le moment, ça m'a pas. Je trouvais très bizarre. C'est vrai qu'il ouais, bah oui, mais ce qu'en même temps, il était dans la pub, donc à chaque fois qu'il y avait la pub Yamaha, bah, il la regardait parce qu'il était content de voir Guy. Elle n'y est qu'une fois, mais elle est genre C'est vrai. super longue. Elle genre dure 1 minute 30, quoi. C'est vrai qu'il y a qu'une fois en plus. C'est vrai qu'elle est super longue du coup. Ouais. Il y a un deuxième placement de produit qui est plus discret, mais qui est quand même très maladroit. Quoi, les Scrabble? Alors non, c'est vrai, peut-être. Scrabble, c'est une marque. Oui, oui. Voilà. Mais par contre, enfin, celui-là, il a du sens. Le deuxième a beaucoup moins de sens. C'est, tu sais, la mini Castavette, elle a passé son temps à lui donner des cocktails dégueulasses pendant tout le film. Après, elle lui donne des cocktails un peu moins dégueulasses, je pense, si j'ai bien compris. Et sur la dernière scène, après qu'elle abandonne de tuer Adrian ou Andy, c'est vrai qu'on oublie c'est vrai, elle parle aussi à son fils ou sa fille à chaque fois en utilisant les deux noms, ce qui est particulier. Mais donc après cette scène de fin, Madame Castavette, elle lui amène un thé
Et puis elle dit, il y a de la racine de machin. Ouais, hein. Ouais. Ah non, c'est juste un T-Lipton parfaitement normal. Ouais. Oui, c'est parfaitement normal de parler comme ça, de spécifier C'est que marrant, c'est un ça m'a aussi marqué ce dialogue-là. Parce que c'est une marque. Pour un film qui est aussi carré au niveau des dialogues, quoi. Ouais, voilà. C'est une marque qui est pas nécessaire, tu vois. Souvent, une personne produit, tu fais un truc dans le décor, tu vois. Où tu montres, tu montres le petit machin Lipton qui pend du. C'est pas très discret non plus, mais là, ouais, voilà, je suis très particulier. Du coup, la question à la con, si toi tu fais un film d'horreur, c'est quoi ton placement de produit? Alors moi, mon idée, c'est que comme on fait des films d'horreur, toujours des armes un peu qui sont pas des armes à la base, plutôt des armes de bricolage, des ustensiles de cuisine. Donc, il y a un petit magasin de bricolage qui fait ça. La Quai des Caire, où à nouveau, il y en a un. C'est ça, voilà. Voilà, c'est toujours des tronçonneuses, des marteaux, des masses, Non, mais c'est ça, une tondeuse. C'est ça, une quincaillerie, tu vois, une quincaillerie qui fait sa pub, là, pour un. J'avoue. Edmond. Pas mal du tout. Le roi Merlin. C'est ça, ouais. En vrai, un film d'horreur dans un magasin de bricolage, c'est parfait. Tellement de choix. J'avoue, je sais pas lesquels. Je pense que le roi Merlin, il serait pas chaud. Ils ont déjà des problèmes avec la Russie. Toi, Louis, t'as des idées? Putain, mais rien de ce niveau-là. Moi, j'y réfléchis sérieusement à 2 reprises, hier et aujourd'hui, et je me rends compte que en fait, si je devais faire ça, il y a aucune marque. Je sais pas comment dire. Il y a pas une marque dans ma vie qui fait que j'aurais envie de la placer. J'ai probablement pris la question dans le mauvais sens. Oui, au début, je me disais peut-être Kleenex, tu vois, enfin pour les mouchoirs, le sang, machin. Mais en fait, non. Et franchement, j'ai pas réussi à répondre. Je sais pas si c'est une mauvaise question à la con, la question trop compliquée à la alternative. Mais j'ai pas réussi à répondre. Après, je me suis dit ce que je placerais mes potes. Je placerais tous mes potes et moi-même, comme le faisait Hitchcock, qui passait toujours en arrière-plan avec son chien. Il se plaçait toujours lui dans ses films. Et ça, je le ferais. D'horreur, en plus, tu peux mettre plein de victimes. Un truc d'horreur, exact. Et je placerais forcément moi-même et mes potes, tu vois, dans des placements de produits. Ça colle plus ou moins à la réponse à la question. Et donc, Gab, tu pourrais être dans le... tu vois la question à la con alternative, c'était... Ouais. Tu serais un touriste. La question à la con alternative, c'était du coup pitcher un remake de Rosemary's Baby, de ce dont je parlais avant. Donc, si ça t'inspire plus... Une suite ou quoi? Ça, sinon, mais... ouais, moi, j'avais pas... Hein? Une suite ou un remake? Une suite, ouais, voilà, bah, ça a déjà été fait, une suite. Ce que tu veux, un spin-off, hein, si tu veux faire un truc sur les aventures de Roman Castevet, qui va faire ses trucs démoniaques dans toutes les villes. Il va à Dubrovnik, il risque d'y rester longtemps. Non, mais je pense que tu peux faire... Il établit un monde comme ça. Moi, je vis dans une copropriété. J'ai trois femmes au foyer dans les 3 appartes autour de moi, avec une tarée à la une ukrainienne qui a jamais taffé de sa vie, une autre qui est complètement odieuse, une bourgeoise, bref. Et je pourrais tout à fait, je trouve que... Ça balance. Un remake, ouais. Salut Sophie, Laurence et Julia. Si tu peux faire un remake, tu peux reprendre l'essence du... Ah, c'était pas le pitch du film, ça? J'ai rien compris, moi. Tu peux reprendre l'essence du côté cohabitation, du côté folie douce, où t'as une remarque par-ci, quand tu arrives, t'as une petite pique à un moment, et les gens parlent entre eux. En fait, eux, entre eux, ils sont plus unis, et toi, tu te sens seul dans ce truc, et je pense que tu peux faire un remake en oubliant Satan, en oubliant le côté... mais avec voilà, horreur sociale plus actuelle, avec un truc un peu tordu, peut-être que le mari serait pas enrôlé par une secte, mais plus charmé par la milf du dessous. Tu peux refaire un truc de psychose comme ça actuel, avec je pense que tu peux faire une adaptation en enlevant Satan et en enlevant le côté witchery, sorcellerie et machin. Ouais, bah après c'est un film bien, il faudrait que ce soit bien écrit et voilà. Fastoche, suffit d'adapter un livre en fait. C'est ça qu'on fait du cinéma. Ouais, c'est souvent un bon plan pour les films. J'ai appris que Once Upon a Time in Hollywood était aussi adapté d'un livre. Quoi. Il n'y a vraiment plus rien. Jojo Rabbit adapté d'un livre. Bref. Ça c'est pas nouveau, c'était déjà comme ça avant. Donc... Non, je sais, c'est clair. Mais c'est vrai, c'est une habitude du cinéma de jouer à saute-mouton avec les livres un peu. Bref.
moi, j'ai donné un peu mon pitch pour un remake avant, mais maintenant, pendant ce temps, j'ai pensé, je pense que j'ai peut-être une marque d'allumettes, un truc comme ça, pour sponsoriser un film d'horreur avec un mec qui fout le feu, quoi, avec un pyromane. Je pense qu'il le ferait pas, mais au moins, tu vois, tu peux montrer qu'ils allument plein de trucs, que tes allumettes marchent bien, je sais pas. Ou alors un truc que t'as envie d'avoir, tu vois, un truc qui peut être utile. Dans tant qu'à faire, si tu sponsorises défendre, une marque de bière, non, mais après eux ils te fournissent de la bière. Une marque de voiture. Ouais, ça, une marque de voiture, c'est easy. Hein. Je me disais si je peux placer Blackmagic par exemple, produit de matos vidéo, bah je suis sûr d'avoir du Blackmagic gratos jusqu'à la fin de ma vie. Pour le côté pratique, tu vois Tu dis l'utilise comme éclairage. c'est des caméras, des machins, des trucs. Il y a trop moyen ça en plus. Ça tu fais du faux found footage avec ça. Tu peux. Non, mais après voilà, je pense que le placement de produit, il y en a quand même pas. Je pense pas que Lipton c'était un placement de produit en vrai. Je pense pas que la prod a touché. C'est tellement bizarre, sinon. Non, mais c'est une phrase, tu vois même pas le sachet Lipton. Enfin, c'est bizarre comme placement de produit. Peut-être que justement c'est spécifique pour être normal, quoi. Pour dire c'est du normal, c'est du Lipton. Mais normalement un placement de produit ça se voit quand même. Il faut qu'il y ait du visuel, sinon ça n'a aucun intérêt. Voilà, moi j'ai remarqué Yamaha et en googlant Rosemary's Baby placement de produit, j'ai vu qu'il y a des gens qui parlaient de Lipton aussi. J'étais ah ouais. Je suis pas sûr que c'était non plus un placement de produit. Yamaha, oui, ça a l'air assez clair. Non. Bah c'est une manière de financer. Les sachets de thé gratuits durant le tournage, mais je crois que c'est le maximum qu'on pouvait faire. Quoi. Il y a des films où il y a beaucoup. En plus, c'est comme elle lui fait boire du poison tout le long et après elle lui fait boire du Lipton. Je trouve qu'au niveau de l'image, c'est pas ouf. Alors qu'Yamaha, ils s'en foutent. On a juste parlé de la moto, on voit pas d'autres motos dans le film, quoi. Ouais. Mais à part ça, que j'adore comme elle sort cette phrase quand même, quoi, dans le truc. Non, t'inquiète, cette fois-ci, c'est pas de la saloperie. C'est juste un Lipton, tu vois. Non, son attitude ne change pas vraiment, elle, tu vois, quand une fois qu'elle a été découverte, quoi. Elle a gagné des prix pour son rôle, elle joue bien, quoi. Je crois pas aux Oscars, peut-être nominée aux Oscars. Si, je crois qu'elle a gagné un Oscar. J'ai pas noté ce genre de truc. C'est qu'on n'a pas Fred non plus pour nous parler de la presse, donc, mais je crois qu'il a quand même été très bien reçu comme film, généralement. Parce qu'il a quand même un peu lancé la elle a eu l'Oscar dans un meilleur second rôle, et c'est justement Minnie, pour le coup. Ruth Gordon, ouais. Voilà. Et Mia Farrow a été nominée, sauf erreur, du coup. Il y a eu d'autres nominations. Je crois qu'ils ont eu l'Oscar du meilleure adaptation, justement. De screenplay. Best Adapted Screenplay, un truc comme ça. Non, c'est quand même pas cette meuf-là. Mais, en vrai, c'est vrai que moi qui crache souvent sur les Oscars, généralement, les films qui gagnaient des Oscars à certaines époques, je comprends un peu pas. C'était mieux avant, c'est bon, on a compris. Pas nécessairement, mais non, c'est juste que les Oscars. Elle n'est pas là. Pourquoi tu joues son rôle? Non, mais simplement que récemment, j'ai vu Amadeus, j'ai trouvé incroyable. Parasite, j'ai trouvé très bien, en l'occurrence, justement, aussi, dans les trucs récents. Donc voilà, mais j'avoue que la méthode Richard, ça m'a pas donné envie de regarder. Mais c'est le thème, il faut la méthode Williams, je veux dire. Ouais, voilà. Il faut mentionner Will Smith toutes les émissions. Pour énerver Pierre. Jusqu'à la fin de la saison. Ok, d'accord. Challenge accepted. Ça va pas être compliqué, hein. Ben voilà. Du coup, je pense qu'on va passer aux notes. Est-ce que tu veux commencer, Gab, ou est-ce que je commence? Comme tu veux. Bah vas-y, allez. Ok. Je vais être influencé. C'est très bien que c'est celui qui a choisi le film qui se termine. Qu'est-ce que tu nous fais chier, là? Non, mais j'aime pas être influencé. de complot, là. Putain. Non, mais celui qui amène le film qui finit, ouais. Je sais. Non, mais je vais revenir un peu sur les mots que j'ai choisis au début de l'émission. C'est que j'ai trouvé très sobre. En fait, c'est plus sa sobriété qui m'a beaucoup plu parce que c'est ça qui fait qu'il a bien vieilli le film. C'est que ils en montrent pas trop, c'est souvent suggéré, c'est simple, efficace. Après, l'histoire est bien amenée, franchement. Même s'il y a, c'est vrai comme tu disais un peu avant Thomas, c'est qu'on est tous dans les films d'horreur actuels, on est cultivé par le jump scare et trucs comme ça. Et ces trucs un peu psychologiques, il y en a toujours comme ça des films, mais ils sont souvent moins populaires. Et je trouve que je suis plus adepte de ce genre de films-là, un peu plus psychologique, plus centré sur les personnages eux-mêmes, sur leur évolution dans une histoire, voilà. Et puis le huis clos marche très bien aussi. Le but n'est pas nécessairement d'avoir peur dans ces films, quoi. Non, mais enfin,
la peur est différente. Ouais, c'est plus du malaise, ou c'est plus plus du malaise. C'est psychologique. C'est un côté un peu fou, de la folie qui est mis en avant. Et tout ça, j'ai beaucoup aimé, tu vois. Donc, en plus, comme on l'a dit aussi, là, donc, comme je viens de le dire avant, il a très bien vieilli. L'histoire, même si elle paraît très peu originale avec le côté Satan, secte et tout ça, ça marche toujours très bien. Donc, globalement, je crois que j'ai bien aimé. Après, je suis peut-être un peu moins enthousiaste que vous. Et je sais que Louis va mettre 14 sur 10, là, comme note. Donc, non, j'ai plutôt passé un bon moment. Cool. Donc, je mettrai un 8. Ok. Je pense que je partage beaucoup de tes sentiments sur beaucoup de choses. Je trouvais intéressant la manière qu'il avait exploré de thèmes sur les femmes sans être maladroit avec ça, sans être... j'ai trouvé... De toute façon, en général, j'ai trouvé adroit ce film. Et puis, ouais, voilà, le truc dont on parlait avant, côté visuel, que moi, j'ai pas remarqué. J'ai trouvé le film très digeste pour un film de 2h14, qui est un film psychologique, de dialogue. J'ai trouvé très digeste à la première vision et je comprenais pas trop pourquoi. Et en le revoyant et en faisant peut-être plus attention au côté visuel, justement, Louis il appelait ça très scolaire, mais c'est vrai que c'était peut-être scolaire pour une raison. C'est classique parce que à ce niveau-là, ça marche. Et du coup, ouais, j'ai trouvé vachement cool comme film. Tu te prends dans la galère de Rosemary. Les personnages secondaires sont vachement cool, visuellement vachement cool. Donc ouais, voilà, pour moi j'étais quelque part, première vision, j'étais plus 7-8, après plutôt 8-9. Je pense, franchement, en fait, c'est un des rares films de ce genre que j'ai l'impression que je pourrais conseiller à n'importe qui. C'est sûrement parce que moi je l'ai beaucoup kiffé aussi, donc voilà, je dirais plutôt un 9, je pense. Toi, Louis. Oula, quel suspense. Ouais, j'avoue. Alors, attention. Là, tu n'as pas mettre de pour faire le compte. Non, justement, c'est ça. C'est que je me dis quand même que, bon, moi, alors clairement, là, sur mon échelle personnelle du divertissement, je trouve ce film absolument génial. Je le conseillerais à mes gosses, quoi, comme regarde un film d'époque, tu vas pas te faire chier, peut-être pas tout de suite, mais dans le sens où ouais, non, je serais pas vieux con si je dis ça. Non, je vais pas le faire. Mais comme toi, je le conseillerais probablement à n'importe qui d'adulte. C'est un film qui passe bien, qui est pas trop profond, quand même assez profond sans être moraliste, qui peut-être souligne des choses qui sont un peu mal foutues dans notre société ou dans nos rapports humains, sans être trop moralisateur. Encore une fois, sans être trop le bien, c'est mieux d'être comme ça que comme ça, mais plus j'aime bien ça. C'est quasiment un film un peu d'auteur, presque, je trouve, dans l'adaptation, mais clairement pas avec cette production hollywoodienne. Et à cette époque-là, les films d'auteur à Hollywood, ça n'existait pas, mais c'est quelque chose qui me parle bien, franchement. J'ai envie de mettre une très bonne note. Je laisse un petit point en plus pour je mettrai un 9 comme ça. Je mettrai un 9 parce que je peux pas mettre vraiment 10. Je me dis que peut-être que cette prouesse de diégétique, de cinématographie, de langage cinématographique aujourd'hui me plairait plus qu'un film de 68. Après, j'ai lu tout à l'heure que c'est dans ce film qu'est prononcé pour la première fois le mot shit dans une production américaine. Rien que pour ça, j'ai envie de mettre un 10. Je vois pas quand, mais ouais, j'avoue que... Non, mais je pense voilà. qu'il a dû casser des codes, quoi. Ouais, il a cassé des codes. Et comme on en parlait par rapport aux acteurs qui incarnent plus qu'ils jouent, j'ai aussi lu dans le même article pendant l'émission là que Mia Farrow a appris a reçu ses papiers de divorce pendant le tournage. Donc ça colle tellement bien de Frank Sinatra apparemment. Donc ça colle tellement, elle a tellement dû bader vraiment, et ça, et peut-être le jeu d'acteur est quand même assez excellent. Son jeu d'acteur est assez excellent. C'était un soulagement pour elle, je sais pas. Je sais pas, mais en tout cas, ça devait être une période trouble, et ça colle parfaitement au personnage, et c'est un chef-d'œuvre. Donc je mets 10, quoi. Je veux dire, c'est quand tu peux faire 10 ou pas 10, j'ai dit 9, j'aurais mis 9, mais je mets 10.
Voilà, parce qu'on peut pas mettre au-dessus de 10. Ça fait Et dire à 14, si on pouvait, je te dis. Ça si on finira pouvait à mettre 14, j'aurais mis 13 au départ. Voilà. Donc 10 parce que j'ai passé un très bon moment et je me suis rendu compte en le revoyant que je l'avais déjà vu une deuxième fois parce que j'avais oublié et du coup c'est ma troisième et je suis très content. Je pourrais le mater une quatrième fois rien que pour la bande son. C'est génial. Là, je l'ai en tête. C'est génial. Tu dis surtout la bande son, le générique d'ouverture, de fermeture. Et il y a, je crois, une fois le morceau quand elle apprend qu'elle est enceinte. Juste après qu'elle apprenne qu'elle est enceinte, il y a de nouveau le morceau où elle chante. Sinon, la bande son est plutôt discrète. Non, c'est la bande son, c'est ça. Mais c'est vrai qu'elle est excellente. C'est un truc que je pense que justement, si tu le recommandes à quelqu'un, ce qui est cool, c'est qu'il est pris direct par ça, quoi. En fait, on parle moins souvent parce qu'on a moins de vieux films, mais le générique de début chiant. Et là, c'est un générique de début où on filme des immeubles avec les noms des gens qui apparaissent et ça arrive vraiment à prendre déjà. Ouais, ça fait le même effet que l'entrée des joueurs, là. Là, ça claque, quoi. Visuellement, auditivement, l'émotion, ça marche bien. Ah, les entrées de joueurs. Michael Jordan. Non, j'arrive pas à faire le son. Bref. Bon, voilà. Bah, écoutez, cool. On va faire le tirage. Oula. Ah. Pour une fois, hein. Bah oui, ça fait 2 semaines. Enfin, ça fait très longtemps, du coup, on n'a pas fait. Parce et à part ça, Frédéric n'a qu'un film, on est d'accord? Ouais. Tant mieux. Non, mais ça va. Il a même pas râlé. Il arrive à se faire passer pour un habitué et en fait. Un choix. Oui, bah, il y en a qui viennent encore moins souvent. Hein. Genre toi. Ishika. Memories of Murder sympa. Bong Joon-ho. Ouais. Pourquoi t'as fait ce choix Non, mais. On l'a tous déjà vu. Ouais. Moi, je l'ai pas vu, non. J'ai vu d'autres films du réalisateur, mais pas vu. Mais j'en ai entendu parler. Quelqu'un m'a dit que a déjà été bien. C'est pas son meilleur film policier. Trop Bon, je mettrais un 9. Non, justement. Non, mais moi, j'ai vu que Parasite et comment Snowpiercer, Transpersonnage. Ouais, Snowpiercer. J'ai vraiment adoré les deux. Donc, il a pas fait le truc, le Godzilla machin, là? Pas le Godzilla, mais l'autre, là. Il a pas fait un film catastrophe avec un monstre, là? Il a fait Okja. Okja? Non, je crois que tu confonds. À part ça, de ces films policiers, c'est probablement celui qui s'exporte le mieux pour la défense. Voilà, c'est ça qui a fait connaître le cinéma coréen en Europe. Oui, mais quand tu es un peu on va dire pas un connaisseur, parce que là tu te sentirais visé, Gab, mais un spécialiste. Un spécialiste du cinéma, tu as vu ces autres films policiers coréens. D'autres films qui sont beaucoup moins exportables. Et c'est pas le meilleur, justement. Il y en a même fait encore un derrière. Ouais, on commence pas à dire ce genre de truc dès le tirage, c'est pas bien. D'accord. Mais Ishika est pas là pour se défendre. Du coup, je crois que c'est la tradition de cette émission. On a le droit de. Non, on donne pas on dit pas ce genre de choses aux autres gens qui n'ont pas encore vu le film. C'est vrai. Si on adore, on va se prendre pour des cons. Ouais, non, c'est un film qui s'exporte très bien, qui est très bon. Oui, parce que les cons, c'est gentil. Je te mettrai un 10. Mais bon, je mettrai un 8 quand même. Mais là, t'abuses, tu me lances, tu me relances, tu vois, c'est ça le problème. Si tu fermais ta gueule, j'aurais fermé aussi. C'est ta faute, vraiment. Tu parles à toi, non, Gab? Oui, je parle à Gab, bien sûr. Okay, ça va. Ah non, Gab, c'est la deuxième fois qu'il me relance, là. Je mettrai un 10. Pas du tout. Provoque. Je voulais faire un dernier aparté avant de dire le truc, c'est comme un sujet. Mais c'est vrai que moi, je l'ai vu un peu comme film compagnon. C'est pour ça que j'avais ce truc de théorie du complot. C'est qu'en fait, j'ai regardé ce film et j'ai pensé à la mort de Sharon Tate. Du coup, j'ai regardé, il était Once Upon a Time in Hollywood, que j'avais pas encore vu avant, que j'ai vraiment pas trop aimé, en vrai, pour être clair. Tu en as parlé l'autre soir. Je crois que j'ai même pas vu ce film. Ouais. C'est possible. C'est le dernier Tarantino, ça fait. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Où justement, il empêche la mort de Sharon Tate. Il empêche qu'elle se fasse tuer par la famille Manson. Et oui, je voulais aussi parler de ça parce que Sharon Tate a failli être celle qui jouait dans ce film. Elle a été considérée avant que ça m'y a fait. Il y avait une rumeur qu'elle était apparue dans la fête là qu'elle fait maintenant. Ah ouais? Rosemary. Rumeur. Ça n'a jamais été prouvé qu'elle était dans les figurantes. Ok. Mais ouais, voilà. Toi, t'avais pensé quoi de Once Upon a Time in Hollywood, gars? Aussi un peu long quand même. Un peu long, beaucoup de blabla pour pas grand-chose. Et ouais, bof quoi. Après, il y a des moments très tarantinesques. C'est Tarantino. Okay. Ouais, okay. Donc c'était adepte de Tarantino. Surtout la fin, bah tu as bien aimé. Mais c'est vrai qu'il est un peu bizarre ce film quand même.
Il est un peu bizarre. Je sais pas s'il voulait rendre hommage ou juste, je sais pas, c'était bizarre. Enfin, Il y a un côté, de toute façon, c'est un peu comme comment Inglourious Basterds dans le côté où c'est du révisionnisme historique qui se veut positif, tu vois, en un sens. On a changé l'histoire en mieux, quoi. Mais ouais, du mais coup, il y a un côté très qui présente Hollywood comme étant très sain, alors que à nouveau, c'est presque le contraire de Rosemary Baby, où c'est les élites qui veulent pourrir la vie de quelqu'un d'à peu près normal. Et là, c'est toutes les personnes d'élite sont à peu près correctes, sauf que les méchants, c'est des hippies et des losers, quoi. ouais, non, surtout, en fait, il raconte cette histoire comme si elle était absolument centrale dans le monde, tu vois, cette histoire de Polanski. C'est super tragique ce qui s'est passé avec la charnité, tout ça, mais seulement, au bout d'un moment, je m'en fous un peu, quoi, de ce qui s'est passé. Tandis qu'à Inglourious Basterds, au moins, c'était la Deuxième Guerre mondiale, tu vois, c'est déjà un peu plus, Universel. Donc, il raconte ça comme si c'était hippie, comme si c'était, je me dis, mais fuck, quoi. Ça parle aux Russes en toi, ouais. Ah, mais... Allez. Non, mais c'est vrai que du coup, ça a parlé à Hollywood. Enfin, moi, j'ai été étonné qu'un film comme ça soit nominé plusieurs fois pour des Oscars. Parce que c'est surtout dans les trucs ricains, ils kiffent ça, quoi. Ça parle d'eux-mêmes. C'est ça. Tarantino, pour moi, c'est quand même, parce que moi, j'ai pas vu ce film, donc pendant que vous parlez, j'écoute pas vraiment. Mais... Donc voilà, j'ai pas de ref, tu vois, donc voilà. Mais je me dis que c'est quand même un réal qui, pour faire un aparté, suivre ton aparté, qui est probablement des seuls réals qui arrivent à se faire aimer et détester ou aimer et gaver des gens pour sa cinématographie. Parce qu'au final, il répète et il est extrêmement intègre, tu vois, dans son style de film. De tout ce que j'ai vu, en tout cas, c'est du Tarantino. On peut dire ça, c'est du Tarantino. Et à la fois, au départ, c'est sexy, c'est nouveau, et à la fin, c'est gavant, c'est vu, et revu, et chiant. Et c'est marrant. Parce qu'un Kubrick, bah, ok, c'est vu, et c'est revu, c'est toujours la même. Et la cinématographie, je parle. Ah ouais. Probablement, je sais pas, probablement qu'il y a encore une bande-son, tu peux faire un double CD, tu vois, sur 30-40 morceaux, de morceaux qu'il a kiffé, enfin, des acteurs qui sont soit des seconds couteaux qu'il met en avant, soit des acteurs sur le déclin qu'il remet sur le devant de la scène, soit des amis, soit lui-même, etc. Il y a ce côté, Tarantino, c'était frais, mais je trouve que c'est sacrément vite essoufflé, maintenant c'est chiant. Je suis assez d'accord. Et pour moi, en fait, c'est un personnage qui est un produit de la nostalgie, en fait. Et de la nostalgie pour des films qui étaient déjà presque même imaginaires d'une autre époque, tu vois. Mais il est fan. On peut pas lui enlever que c'est un sacré fan. Ouais, c'est ça. Mais du lui-même, coup, il prend et il transforme, il reproduit. C'est juste ça marche plus aussi bien. Il crée pas beaucoup de choses uniquement fraîches. C'était frais quand il a commencé à le faire. Moi, c'est vrai que post Kill Bill, j'ai pas été hyper fan. Oublié Kill Bill. Voilà. Mais petit taquet gratos à Tarantino. On aime bien les balles perdues dans cette émission. Entre les notes et la fin de l'émission. Tellement gratos. Écoute, non, mais j'ai regardé Once Upon a Time in Hollywood parce que j'ai regardé Rosemary's Baby, sinon je pense que j'aurais pas regardé, c'est pour ça que... Mais oui, un peu gratos. Du coup, c'est pour ça que ça arrive aussi tard quand tout le monde est parti. Il n'y a pas encore eu de Tarantino dans cette émission. Non. Voilà. Ce qui prouve la qualité de nos choix quand même, parce que... On essaie de sortir des trucs les plus évidents. Mais il y a personne qui a mis le truc avec non, l'autre là, Requiem for a Dream. Requiem for a Dream. Le film d'ado par excellence. Il y a quand même Pierre qui a amené Fight Club. Salut Pierre. Mais Fight Club il reste vachement bien. Ouais. Mais je sais qu'on a une lecture différente. Non, c'est ça. Quoi. Ouais, prochain film Hawaii. Moi, j'ai un film surprise. Alors, je tiens à vous dire que comme j'ai gagné le jeu, alors si vous êtes encore là à ce moment-là de l'émission, j'ai un deuxième choix. Et je me réjouis vraiment beaucoup et je suis content qu'il soit pas dans le chapeau. Faudra qu'on s'organise. Ça va être une belle merde. La date et tout ça, parce que... Non, Gabriel. Non. Frédéric. Voilà. Non, j'ai envie de vous faire découvrir ce qui me fait vibrer. Moussé. Le biopic de Steve. J'adopte. Moussé. Bon, sur ce, on va continuer à dire des conneries, mais offline. Voilà. C'est peut-être mieux, ouais. Si vous l'avez regardé, vous êtes des ouf, c'est cool. Mettez des likes, abonnez-vous, il y a de moins en moins de... Cette dame-là. Il n'y a pas assez d'heures de vues par les abonnés, en vrai. On a le petit graphique qui montre les youtubeurs. Nous, on a 75% de temps de vues qui par des gens pas abonnés, donc abonnez-vous. Et puis voilà, merci à vous d'avoir été là, les gars, c'était cool.
Merci de ce choix de film, oui. Avec plaisir. Et n'hésitez pas dans les commentaires à dire quelle personne voulait voir apparaître dans l'émission, pour ceux qui regardent l'émission régulièrement, au final. Vous pouvez demander Pierre, vous pouvez, je veux dire, vous pouvez demander que Gabriel soit pas là. Non, mais tu vois, tu peux commenter, tu peux influer, tu peux agir, tu peux toi-même diriger l'émission, tu vois. Si t'as envie de voir nos mamans, nos copines, une émission entre nos mamans, ça pourrait être sympa. On en avait parlé l'autre fois. Harceler le joueur de grenier sur Twitter, qui vient là. Non, mais oui, ça peut. J'ai déjà pensé à l'émission avec les mamans. Si vous voulez qu'on invite quelqu'un de connu, mais pas du tout de pertinent, ça peut être sympa aussi. Bastien Baker. Pour, hein, mais je veux pas trop. Personne de connu. Quel des Star 6 voilà. Merci. Et nous étions On se sent critique. Maintenant, nous sommes libres. Et nous reverrons. Mais pas encore. Pas encore.